Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à votre première capsule vidéo de ce cours de physique mécanique. Donc cette vidéo, c'est un résumé de ce que vous deviez lire cette semaine, c'est-à-dire les sections 1.1 à 1.8 que j'avais déposées sur Moodle. Avant d'écouter cette vidéo, vous devez avoir lu les sections et déjà travaillé un petit peu les exercices. Ce que je vais faire dans la capsule, c'est résumer les notions importantes. Je vais revenir sur les détails peut-être un peu moins évidents, illustrer quelques concepts. Pour ce qui est des solutions des exercices, je vais aussi faire des vidéos solutionnaires, mais ce sera disponible la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, on s'en tient au concept et à la théorie qui était à savoir aussi. Je vais vous montrer quelques petits exercices dans la vidéo, là, mais ce ne sera pas des solutions au long. C'est vraiment pour que ce soit clair dans vos cerveaux à tout le monde, c'est quoi les notions qu'il fallait savoir. Donc, si vous n'avez pas lu les sections, allez faire ça en premier, venez voir la vidéo ensuite. Donc, le premier examen, le premier module, ça porte sur la cinématique. La cinématique, c'est la description mathématique du mouvement. On ne peut pas faire de physique sans ça. Que ce soit en électricité, en relativité, en physique moderne, ce que vous voulez, il y a du mouvement. Il faut savoir le décrire. Et pour décrire le mouvement, il y a des notions de calcul différentiel et intégral. Dans le cours ici, on prend des pentes, des aires sous la courbe. Bien, vous savez déjà là, que des pentes, c'est des dérivées, des aires sous la courbe, c'est des intégrales. Donc, c'est ce qu'on fait là, géométriquement. Donc, commençons juste par regarder un petit peu la différence entre la position et le déplacement. Donc, la position en physique, c'est juste l'endroit sur l'axe. À ne pas confondre avec delta x, qui est la variation de déplacement. Donc, delta x, c'est une quantité vectorielle. Donc, elle a un sens. Donc, par exemple, ici, si la particule jaune se déplace vers la droite, ben, son vecteur de déplacement, il est positif, parce qu'il se déplace dans le sens de l'axe. La particule verte ici, elle, recule selon l'axe, donc elle aura un déplacement négatif. Et le signe du déplacement est égal au signe de la vitesse. Pourquoi? Parce que la vitesse, ben, c'est le déplacement divisé par le temps. Donc, c'est sûr qu'ils ont le même signe. Le temps, le delta t est toujours positif. Ici, la particule jaune est à gauche de l'origine, la particule droite est à droite, la particule verte est à droite de l'origine. Donc, leurs valeurs de position sont différentes, mais ça, ce signe-là ne veut rien dire en physique. Parce que l'origine, qui est en plein milieu, si moi ça me tente, je peux la prendre, la mettre plus loin, très très loin à gauche, très très loin à droite, et là, les signes des deux particules vont changer, mais pas la physique. Okay? L'objet, il s'en fout pas mal où tu décides de mettre l'origine. Il va aller où il a allé avec la vitesse, l'accélération, le temps que ça va lui prendre. Peu importe où est-ce que Madame X a décidé de mettre son origine pour faire son calcul de physique. C'est pas important. Donc, les quantités importantes en physique, ce sont les variations de position, les intervalles de temps et la vitesse qui va rejoindre tout ça ici. Petite différence entre déplacement delta x et la distance parcourue. Donc, par exemple, imaginez une balle qui fait un aller-retour, qui avance vers l'axe des x puis qui revient un petit peu en arrière. Donc, son déplacement, c'est tout simplement x final ici, moins x initial là. Donc, ça correspondrait à cette flèche-là. Tandis que la distance parcourue, ben, c'est toute la longueur du trajet. Donc, toute cette distance-là qu'on additionne à ce petit bout-là ici. Donc, la distance parcourue serait plus grande que le déplacement dans ce cas ici. Donc, ça, c'est vraiment les premières définitions super importantes à maîtriser. Ensuite, il y a la notion de vitesse. Et là, pour la notion de vitesse, je vais passer sur mon iPad pour vous écrire quelque chose. Donc, la première vitesse qu'on voit dans le cours, c'est la vitesse moyenne. V avec une petite barre en haut, ou V indice MOY pour dire moyen. Ce sont des notations similaires. C'est donné par delta X sur delta T. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Et attention là, la vitesse moyenne, c'est pas égal à la moyenne des vitesses. Donc des fois, on peut penser ça, on va dire, je vais prendre la moyenne, je vais prendre la vitesse finale plus la vitesse initiale, je vais me diviser ça par 2, ça me fait une belle moyenne. C'est une erreur. Dans ce cours-ci, là, et en physique, vitesse moyenne, ça veut juste dire qu'on divise le déplacement par le temps. Donc peu importe comment la question sera formulée, si on vous parle de vitesse moyenne, vous devez trouver le déplacement. Puis vous devez le diviser par le temps. Ne faites jamais la moyenne des vitesses, c'est bon à rien. OK? Ça serait une erreur de débutant. Faites pas cette erreur-là, je viens de vous le mentionner. Donc, revenons
à la vitesse instantanée. Donc, la vitesse instantanée, c'est la vitesse moyenne, mais lorsque l'intervalle de temps delta t ici tend vers 0. Donc, lorsqu'il est exactement égal à 0, ben, c'est la vitesse au temps t au point ici. Donc, ça, avec le calcul différentiel, ici, on voit la vitesse, étant donné que c'est delta x sur delta t, l'axe des x pointe vers le haut, donc delta x, c'est la petite flèche là, l'axe du temps pointe horizontalement, donc delta t, ça serait la petite grandeur là. Donc, si on fait le ratio delta x sur delta t, ce que je viens de vous montrer là, dans mon iPad. Donc, ce ratio-là correspond à la dérivée locale au point là. Donc, la dérivée. Et la dérivée, comme vous l'avez vu dans votre cours de maths, là, c'est la pente tangente. Donc, nous, pour le cours de mécanique, vous n'aurez pas nécessairement besoin de calculer explicitement des dérivées. Oui, vous pouvez le faire. Là. Si vous êtes à l'aise, faites-le. C'est la meilleure chose à faire. Mais sinon, tracer une droite tangente et évaluer la pente à peu près, là, c'est aussi très bon pour avoir une idée de la vitesse. Donc, on voit déjà que ce mouvement-là, ici, x de t, cette fonction, elle est courbée. Donc, la pente tangente varie à chaque instant. Donc, imaginez, prenez votre crayon, là, puis venez le placer sur le graphique. Donc, on a une pente ici tangente, et plus je me déplace, bien, plus l'inclinaison change. Donc, quand je suis ici, je suis beaucoup plus incliné que quand je suis en bas. Et quand je suis au sommet de la parabole, j'ai aucune inclinaison, donc la vitesse ici, elle est 0 momentanément quand je suis au point extrême du mouvement. Donc, la particule, elle a commencé à une valeur de x positive. Donc, l'axe des x, là, il est vers le haut. Okay? Mais l'axe des x représente vers où je me suis déplacé. Donc, je suis parti à une position qui était positive, parce que l'origine, il est là. Et là, j'ai reculé vers l'origine. Donc, le mouvement ici décrit un mouvement où on est parti à une position initiale. On a reculé vers l'origine, donc on voit qu'x descend. Et là, après ça, on a arrêté le mouvement et on est reparti dans l'autre sens. Donc, c'est un mouvement d'aller-retour. On recule, puis on avance ensuite. C'est ça que représente le mouvement, mais on ne le fait pas à vitesse constante ici. On voit que la dérivée, la pente tangente, varie continuellement d'un point à l'autre. Donc, c'est un mouvement qui se fait de façon accélérée. Et ici, si cette fonction-là est une parabole parfaite, c'est pas clair, c'est pas nécessairement une parabole, mais si c'en est une, eh bien, la dérivée est constante, comme vous le savez. La dérivée d'une parabole, c'est une fonction linéaire. Pas constante, pardon. La dérivée d'une parabole, c'est une fonction linéaire. Donc, la vitesse varie linéairement, ce qui voudrait dire que ce serait un mouvement uniformément accéléré. Et vice-versa, si j'ai un graphique v de t et je veux trouver le déplacement, je dois faire la job contraire d'une pente qui est une aire sous la courbe. Et ça, je vais revenir dans un instant. Et l'aire sous la courbe, il faut la prendre correctement. Regardez bien l'exemple. Ici, là, la vitesse v, en fonction du temps, entre 0 et une certaine valeur de t, la vitesse, elle est négative. Elle est de moins en moins négative. Donc, ce mouvement-là représenterait, par exemple, un camion qui recule. Donc, à t égale à 0, le camion possède une vitesse négative, donc il est en train de reculer. On ne sait pas il est situé où. Le graphique ici ne donne aucune information sur la position. Okay? On ne peut pas le savoir. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est parti avec une vitesse négative à un certain endroit et il recule jusqu'à ce temps-là ici. Donc, dans toute la zone où vous voyez le pointeur laser, là, la vitesse est en dessous de l'axe. Donc ça correspond à une zone de vitesse négative. Donc, c'est la zone où le camion recule. Et on voit que la grandeur s'approche de 0. Donc, il recule en freinant. Une vitesse très négative, moins négative, là, il arrive à 0. Donc, il s'arrête. Et après ça, il se met à avancer. Il avance, avec une vitesse qui augmente de façon linéaire. Donc, si vous êtes rusé, vous avez remarqué que les deux graphiques vont ensemble. C'est exactement ce que j'ai dit. Au début, on a une vitesse négative, on recule de moins en moins vite, on atteint un endroit où on est momentanément arrêté, c'est le point ici, et après ça, on se met à réavancer dans le sens de l'axe, et on le fait en augmentant la vitesse. Et donc, le graphique v de t est linéaire tel que je vous avais dit, et ça, c'est vrai si la courbure ici est une parabole. Et donc, moi, si je veux passer de ce graphique V au graphique X, ce que je dois faire, c'est prendre l'aire sous la courbe entre les instants qui m'intéressent. Donc, l'aire sous la courbe est toujours la petite zone assurée en vert là, entre la courbe et l'axe du temps. Et là, l'aire sous la courbe peut être en haut de l'axe du temps. Donc, dans ce cas-ci, on aurait un déplacement positif parce que la vitesse est positive, donc on a avancé. Tandis que pour la portion sous l'axe du temps, c'est assuré en dessous, la vitesse est négative et ça, on aura un déplacement négatif. Donc, on aura reculé pendant cet intervalle de temps-là, comme je l'avais expliqué. Donc, dans un graphique position en fonction du temps, là, la variable dépendante, c'est x. X dépend du temps en bas. C'est pour ça qu'on met l'axe des x vers le haut pour respecter la nomenclature des mathématiques. Mais en vérité, l'axe des x, souvent, il est vers la droite. Là, dans la vraie vie, on va regarder un chariot qui se déplace sur la route, là, mais on va quand même le tracer verticalement. Je le mentionne, ça a peut-être l'air évident pour tout le monde, mais il y a des gens là, qui ont peut-être pas fait de mathématiques depuis longtemps, puis regarder un graphique, là, ça peut être
peut-être un petit peu confondant pour vos cerveaux. Donc, je le mentionne, là, que l'axe des X est vertical, mais le mouvement peut être horizontal aussi. Regardons ici le mouvement d'un pendule qui oscille au bout d'une longue corde. Donc, si l'angle, et ça, vous allez voir ça dans votre cours de physique 3, vous allez étudier le mouvement du pendule, mais si l'angle du pendule, ici, là, donc entre la verticale et les extrémités, si c'est en dessous de 10 degrés, donc des petits angles, le mouvement du pendule est un mouvement qu'on appelle harmonique simple. Ça veut dire qu'il oscille selon une fonction comme un sinus. La fonction sinus ou la fonction cosinus. Donc sa position x en fonction du temps. Donc si on regarde la position du pendule en fonction du temps sur une règle, on va voir que la position va osciller comme un beau pendule. Alors regardons ce graphique-là. Ici, j'ai identifié là, les points A, B, C et A, B, C, D, E, il y en a plusieurs. Le point A, c'était le point initial où on était à une valeur de x positive. Ensuite, le pendule, quand le temps avance, va passer par sa position d'équilibre qui est à 0 et après va aller dans le négatif. Et après ça, va revenir au centre, va revenir au point A. Et en principe, ce mouvement-là va se faire à perpétuité s'il n'y a pas de dissipation d'énergie. Regardons l'analyse de la vitesse. Donc la vitesse, c'est la dérivée, c'est la pente tangente. Donc au point A, la pente tangente, vous la voyez, elle est comme ça. Donc au point A, je n'ai pas de vitesse. Je n'ai pas de vitesse parce que je suis à l'extrémité du mouvement. Et ça, là, retenez cette phrase pour toute la session. Quand vous êtes à l'extrémité d'un mouvement, surtout un mouvement de va-et-vient, là, à l'extrémité du mouvement, vous ne pouvez plus avoir de vitesse. Pensez-y 2 secondes. Si le pendule avait encore de la vitesse au point A, là, ben, il continuerait. Il ne serait pas arrêté. Donc moi, si je vois qu'il est arrêté au point A et qu'il change de direction, il faut que sa vitesse passe par 0. Et on le voit, la vitesse passe par 0, là, on va le voir après, là, elle passe par 0 au point A et au point C. Donc ici, sur le graphique position-temps, on voit qu'au point A, je n'ai pas de dérivée. On voit qu'au point C, je n'ai pas de dérivée. Ce sont des sommets ici. La pente tangente est nulle. Et pour les points intermédiaires, comme au point B par exemple, la vitesse est maximale. L'inclinaison ici est la plus grande possible. Même chose au point E, ça va être la même vitesse, mais dans le sens opposé. Donc quand le pendule passe par la position centrale, c'est là qu'il va le plus vite. Quand il arrive au bout, il diminue, puis c'est symétrique là, des deux côtés. Donc nécessairement, la vitesse va être maximale au point B. Puis ici, on le voit, la dérivée, là, la pente tangente, est la plus grande qu'on peut avoir. Pour un point intermédiaire ici, ben, imaginez une autre inclinaison, c'est moins prononcé que celle au point B. Et donc, avec ces informations-là, là, nous, on est capable d'aller construire le graphique vitesse. Et comme par magie, on se rend compte que c'est aussi une fonction cosinusoïdale ou sinusoïdale. Est-ce que c'est normal? Pensez-y. Vous avez fait le cours de calcul différentiel ou vous le faites peut-être cette session là, pour ceux qui sont dans notre cégep. La dérivée d'une fonction sinus ou la dérivée d'une fonction cosinus, c'est quoi? C'est aussi une fonction cosinus ou sinus. Là. C'est l'inverse, il y a un signe moins là-dedans, là, mais c'est des fonctions pareilles. Donc on le voit, la dérivée de ça donne aussi un cosinus, donc c'est merveilleux. Donc la vitesse du pendule suit une fonction qui est une fonction trigonométrique, mais qui va être inverse. Donc au point A, quand on était à l'extrémité du pendule, j'avais pas de vitesse. Et là, après ça, le pendule, je reviens à la diapo précédente, là il recule, il s'en va vers la gauche. Donc sa vitesse est négative à partir de t égale à 0 jusqu'au point C. Donc de A à C, sa vitesse doit être négative. Et c'est ce qu'on voit ici. De A à C, la vitesse est toujours en bas de l'axe du temps parce que la pente pour tous les points est toujours négative. Au point C, on est rendu à l'extrémité du mouvement à gauche, donc la vitesse est 0. Et là, après ça, on repart de l'autre bord. Le pendule swing à droite. Et là, toutes les vitesses, donc toutes les dérivées, les pentes tangentes deviennent positives. Et ça va suivre aussi la même fonction sinusoïdale. Et au point E, on va avoir une vitesse maximale, comme au point B. Donc le point B et le point E, c'est le centre ici. C'est le centre du pendule. Donc A, B, C, D, E. On revient au centre à E. Et donc on construit ce graphique-là ici. Donc l'exemple que je viens d'illustrer, c'était pour vous faire comprendre le lien de la dérivée avec la vitesse et aussi avec une pente tangente. Autre mouvement qu'on peut étudier, c'est un skateboard sur une rampe inclinée. Donc on commence le skateboard à la position 1,8 m ici, on le tient immobile et on lui donne un élan, on le pousse, on souffle dessus, vous faites ce que vous voulez, ça ne me dérange pas, mais vous donnez une vitesse initiale au roulis roulant pour le faire monter la rampe. Donc il va passer par le point A et là il va atteindre l'extrémité du mouvement au point B. Et à l'extrémité du mouvement, qu'est-ce qui se passe? Je viens de le dire, il va être momentanément arrêté. Bonne réponse pour ceux qui ont répondu avant moi. Donc au point B, je suis arrêté. Et là, après ça, la gravité va l'attirer vers le bas de la rampe. Donc il va se mettre à descendre de plus en plus vite en passant par le point C, etc.
Donc le graphique x de t, à quoi il va ressembler? Donc à t égale à 0, étant donné que j'ai placé l'origine ici, là, à t égale à 0, j'ai 1,8 m. Et là, la position x doit augmenter. On s'en va vers les x positifs, plus le temps avance. Donc j'ai commencé à 1,8 m, là j'atteins le point A qui est comme à 2,5 et j'atteins l'extrémité du mouvement là, qui n'est pas tout à fait à 3 mètres. Et là, après ça, la valeur de x doit descendre. On s'en va vers la gauche. Donc je dois redescendre selon mon axe x. On va passer par le point C, D, E, etc. Et ce mouvement-là va être un mouvement qui est uniformément accéléré. D'habitude, au laboratoire et en classe, là, je fais exactement cette expérience-là avec les étudiants. Je pousse un chariot sur une rampe inclinée, je fais l'aller-retour, on mesure la vitesse avec des capteurs et on obtient une parabole parfaite. Donc le mouvement x de t de ce chariot-là suit exactement une parabole. Et comme je l'ai dit tantôt, une parabole veut dire que le graphique v de t sera linéaire et donc que l'accélération sera constante. Et ça, c'est vrai. Pourquoi? Ben, c'est parce que le chariot, une fois qu'on le lâche, une fois qu'on lui a donné son élan initial avec la méthode de votre choix, là, il est sujet à la gravité terrestre that's it. Donc l'accélération, elle est constante. Et comme on le verra bientôt dans la session, l'accélération sur la rampe, elle est égale à la constante gravitationnelle G, 9,8, multipliée par le sinus de l'inclinaison de la rampe. Donc, je retrace le graphique ici en haut de notre roulis roulant. Donc, il va suivre une parabole et on va tracer la vitesse à différents instants et on voit que c'est un mouvement qui est uniformément accéléré. On voit que la vitesse, là, elle est linéaire. Donc, si vous comptez les carreaux et vous mesurez les pentes là, sur une parabole à différents endroits, ça vous donne une pente constante. Je vais vous faire une preuve mathématique en 2 secondes. Donc, pourquoi est-ce qu'un graphique x de t qui est une parabole, donc mettons que j'écris que ma fonction x de t est une fonction quadratique. Donc, généralement, selon le MUA, c'est x0 plus v0 fois le temps t plus 1/2 a fois t au carré. Donc là, moi, je vous dis que si le mouvement suit une parabole selon le temps, donc c'est ce qu'on a ici, l'équation, elle est quadratique selon t. Donc, pour un mouvement qui est quadratique selon t, si on calcule la dérivée, donc je dérive x par rapport à t. Et là, pour ceux d'entre vous qui paniquent parce que vous n'avez peut-être pas vu ça en mathématiques, c'est pas grave. Okay? Je ne vous achalerai pas avec des dérivés aux examens puis dans les devoirs. Vous pouvez toujours faire des pentes tangentes si vous voulez. Je fais juste une preuve là, pour ceux que ça intéresse. Donc, je dérive ça. Le premier terme, c'est une constante x0. La dérivée d'une constante, c'est 0. Le deuxième terme, c'est v0 fois t. Donc, quand je vais dériver par rapport à t, ça va donner v0. Et le troisième terme, 1/2 at au carré, donc je dérive t au carré. La dérivée de t au carré, c'est 2t. Donc ça va faire 2 fois 1/2, donc ça va faire a fois t ici. Donc cette fonction-là, la dérivée de x, c'est la vitesse. Et donc on voit que la vitesse est une fonction linéaire. C'est une ordonnée à l'origine, v0, plus une pente, qui est a, fois la variable t ici. Donc on vient de prouver que si la fonction x de t suit une fonction quadratique selon le temps, ben, sa dérivée sera une fonction linéaire. Et c'est ce qu'on voit ici, magie. On a ici le chariot roulis-roulant qui a fait un aller-retour sur une rampe. Et on a tracé son mouvement qui est une parabole. Faites-moi confiance, c'en est une, c'est un MUA. Il y a une seule accélération, c'est la gravité. Donc on dérive ça, on prend les pentes tangentes, ça nous donne une fonction linéaire, une ordonnée à l'origine qui est la vitesse initiale. Donc à t égale à 0, j'ai une vitesse de 1. Donc ça, c'était pas mentionné dans l'énoncé, mais ça, c'est la vitesse que vous avez donnée au roulis roulant en le poussant. Vous avez donné 1 mètre par seconde. Et là, après ça, comme on peut voir, donc là, la position x a augmenté, donc la vitesse était positive. On revient ici, la vitesse était positive parce que delta x est positif. On s'en va vers l'axe croissant de t égale à 0 jusqu'au point B. Donc la vitesse doit être positive, mais ça va se faire en freinant. C'est logique, vous êtes sur une rampe, la gravité tire vers l'arrière. Donc le chariot diminue sa vitesse. Donc une vitesse, une vitesse de 1 qui diminue, on arrive au point A, et là on arrive au point B, qui est l'extrémité du mouvement, le point B. C'est là qu'on n'a plus de vitesse, et là le chariot se met à reculer de plus en plus vite. Et ça, c'est un MUA, donc une pente constante. D'ailleurs, si vous lancez une balle dans les airs, je prends mon crayon, je le lance, je le laisse redescendre, ça serait exactement ces graphiques-là ici, qui correspondraient au mouvement du crayon. Remplacer x par la hauteur y. Donc, j'ai lancé mon crayon à partir d'une certaine hauteur, il est monté, il a atteint le sommet en fonction du temps, et il est redescendu après de plus en plus vite. Donc, la vitesse du crayon dans les airs ressemblerait à ça. Et la pente ici, ce serait quoi la pente de ce graphique-là? Si je lance un crayon dans les airs, je vous laisse y penser, là. Je lance un crayon dans les airs, la vitesse va changer dans le temps. C'est quoi le taux de variation de la vitesse?
ben, ça sera égal à moins 9,8 mètres par seconde carré exactement, parce que c'est l'accélération en chute libre. Pour ce problème-là du roulis roulant, c'est pas tout à fait la chute libre, là, on est sur une pente inclinée, et comme j'ai dit tantôt, la pente donnerait 9,8 fois le sinus de l'inclinaison, si on faisait l'expérience. Donc, si vous avez ici une voiture qui voyage à vitesse constante, donc par exemple là, à 100 km/h pendant plein de temps, et vous voulez savoir c'est quoi la distance qui a été parcourue, bien, étant donné que la vitesse, je vais juste revenir à mon iPad, voilà ici, donc on a dit que la vitesse c'est delta x fois delta t. Laissez-moi juste effacer les cochonneries ici, là, la vitesse moyenne n'avait pas rapport. Okidou. Donc, si je veux, moi, trouver delta x, donc ce qu'on avait vu là, ce qu'on voit ici, c'est une vitesse qui est constante, c'est 100 km/h. Donc, si je veux trouver le déplacement, ben, le déplacement, ça serait delta x, c'est égal à la vitesse v fois delta t. Donc, je dois faire le produit de la vitesse fois le temps pour trouver le delta x. Et là, je suis en train de me rendre compte que ce que je dis peut vous induire en erreur, là. Ça, c'est juste vrai si v est constant. Okay? Il n'y a pas d'accélération ici. Sinon, là, vous ne pouvez pas faire ce que je dis. Là. C'est pas vrai que delta x, c'est juste v fois delta t. Là. Il y a l'accélération fois le temps au carré aussi. Là, si je regarde un cas à vitesse constante. Okay? Si la vitesse v est constante, alors on peut écrire que le déplacement, ça sera v fois delta t. Et v fois delta t sur un graphique, c'est quoi? Donc v, t c'est en bas. Donc le produit de v et de t, ben, c'est l'aire du rectangle, tout simplement. La hauteur fois la base nous donne le déplacement. Et c'est pour ça que c'est l'aire sous la courbe qui est le déplacement. C'est à cause de cette définition-là. Donc, si je voulais trouver la distance parcourue ou le déplacement du camion, ben, je prendrais l'aire sous la courbe entre les instants qui m'intéressent et ça me donnerait tout de suite delta x avec le bon signe. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, si... regardez, il est ici, là, la vitesse, on prend l'air sous la courbe, c'est la partie assurée toujours entre la fonction et l'axe du temps. Donc ici, je suis avec une vitesse positive, donc j'aurai un déplacement positif delta x. Je dois prendre l'air positivement. Parce que la vitesse est vers l'avant, j'ai avancé, donc je veux un delta x positif. Et le graphique correspondant à une vitesse constante, ce serait donc une ligne droite comme ça ici. Parce que plus j'avance dans le temps, plus l'aire augmente. Et elle augmente linéairement. Donc ici, j'ai mon graphique qui augmente de façon linéaire. Si la fonction v n'est pas constante, donc si on ne peut plus utiliser ce que je viens d'écrire là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là que le calcul intégral vient nous sauver la peau. D'ailleurs, là, la personne qui a inventé le calcul intégral, c'est Isaac Newton, quand il avait peut-être 19 ans. Il avait pas mal votre âge, Isaac Newton. Il a inventé le calcul différentiel et intégral, l'astronomie, des notions d'astrophysique, des notions de physique, de lumière, de géométrie, de mathématiques. Il a tout fait ça, Isaac Newton, en à peu près 2 étés, je vous dirais, quand il avait votre âge. Donc, pensez-y 2 secondes. Ce monsieur-là, c'était pas n'importe qui. Et la raison pourquoi Isaac Newton a inventé le calcul intégral, c'était justement parce qu'il voulait calculer c'est quoi le déplacement d'un camion. Bon, il n'y avait peut-être pas de camion dans son temps, mais on comprend là. Il voulait calculer des déplacements et il s'est dit comment je vais faire? Comment je fais pour calculer ça si la fonction varie? Donc, imaginez, v de t n'est pas simple. Quand c'est une ligne droite, c'est évident. Là, comme je l'ai écrit, c'est juste la vitesse fois le temps qui nous donne le déplacement. Ben, Isaac Newton, il a dit, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma fonction, puis je vais la découper en plein de petites fonctions qui sont constantes. Donc, on se fait des rectangles, et ça, on appelle ça en mathématiques faire une somme de Riemann. Donc, c'est de faire des petits rectangles, de découper la fonction comme si c'était plein de petits morceaux qui étaient constants. Donc, pendant un de ces petits intervalles-là, comme durant la portion en vert ici, on suppose que V n'a pas eu le temps de changer. Donc, le déplacement pendant ce petit rectangle-là, c'est l'aire de ce rectangle-là. Ensuite, la vitesse va baisser un petit peu, on fait un autre rectangle, on prend l'aire sur la courbe ici pour avoir le deuxième déplacement. Et au final, on fait la somme de toutes les aires de ces rectangles-là. Et plus la base des rectangles est petite, plus c'est précis ce calcul-là. Et ce que vous apprenez à faire dans votre cours de calcul différentiel et intégral, c'est de prendre la limite mathématique quand la largeur de ces petits rectangles-là de Riemann tend vers 0. Et là, on fait une sommation. Et là, vous avez plein d'outils en mathématiques là, pour faire ces sommes-là, voir ce que ça donne. On appelle ça une intégrale. Mais en réalité, ça correspond exactement à l'aire sous la courbe. Si je fais tendre la largeur de mes rectangles à 0, je me ramasse à prendre toute l'aire sous la courbe. Et donc, c'est pour ça que l'aire sous la courbe est exactement égale à delta x.
C'est à cause de la définition de la vitesse. La vitesse sur un intervalle de temps, c'est delta x sur delta t. Donc, si l'intervalle de temps tend vers 0, je peux dire que c'est un très très petit delta x qu'on appelle dx, puis un très très petit temps qu'on appelle dt, donc c'est la dérivée ici, là. Donc, j'applique ça pour des très très petits intervalles de temps. Et je prends l'air sous la courbe. Et on la prend comme il faut, l'air sous la courbe, toujours entre la fonction et l'axe du temps. Donc, pour la zone 1 et 2, ce sont des déplacements positifs qu'il faudrait compter parce que la vitesse est vers l'avant, donc on a avancé. Et à partir de 2 secondes et plus, il faut prendre l'air en dessous, entre l'axe du temps et la fonction. Puis quand on compte les petits carreaux, là, ici, là, ce sont toujours des aires de triangle, de trapèze, de rectangle. Il faudra mettre à la mitaine des signes moins pour 3, 4 et 5 pour ces parties-là, parce qu'on recule. Et donc, le déplacement total, ça serait l'air 1 plus l'air 2 en positif, à quoi on soustrait l'air 3, l'air 4, l'air 5, ils sont tous négatifs ici. Et la somme de tout ça va donner une valeur négative. On voit qu'on a plus de déplacement vers l'arrière que vers l'avant, ici, entre 0 et 5 secondes. Donc, je sais qu'entre 0 et 5, la voiture, le camion, le cheval ou peu importe, va avoir reculé d'une certaine quantité au total. Donc, regardons ici là, un graphique V de t pour un objet. Ce que je veux faire, c'est juste essayer de comprendre avec vous ce que ça représente. Donc, de 0 à 20 secondes, on a un objet qui accélère de façon uniforme. Donc, on part de 0, 0, donc on commence à l'origine. Non, pardon, on ne commence pas à l'origine, c'est pas mentionné. On commence à t égale à 0, au repos, à un endroit dans l'univers quelconque. Et ce que le graphique nous dit, c'est que plus le temps avance, plus la vitesse augmente, et elle augmente linéairement, donc ça correspond à un mouvement uniformément accéléré. Et l'accélération sera égale à 1 mètre par seconde carré. Donc, on voit ici que la vitesse a augmenté de 20 mètres par seconde en 20 secondes. Donc, la pente, là, la hauteur sur la base, ça fait 1. Ensuite, pendant 10 secondes, le bidule a avancé à vitesse constante, à 20 mètres par seconde. Donc, on a continué à faire du déplacement. Il y a une aire sous la courbe ici qui n'est pas 0. Donc, on a continué à avancer. Et après ça, il se passe quoi? Bien, après ça, on freine, mais on avance toujours. Ça, c'est quand même un petit peu mélangeant pour les cerveaux. Là. On voit que la vitesse diminue, mais ça ne veut pas dire qu'on recule. Parce que la vitesse, elle est toujours positive. Donc, c'est juste une vitesse, on avance, mais en appliquant les freins. Donc, à partir de t égale 30 secondes, l'objet a appliqué les freins et va amener sa vitesse à 0 rendue à t égale à 60. Et si on veut trouver quelle est l'accélération, il faudrait prendre la pente. Donc, variation de hauteur qui est 20 sur variation de base ici qui est 30. Donc 20 sur 30, donc 2 tiers avec un signe moins, c'est une fonction décroissante, ce serait la pente. Donc on aurait une accélération de moins 2 tiers, moins 0,666 mètres par seconde carré, ici de freinage. En bas, je vous montre deux mouvements, une voiture A, une voiture B. Si je vous demande de me décrire le mouvement, vous diriez quoi? Donc pensez-y, mettez la vidéo sur pause et faites l'exercice. Essayez de décrire dans vos mots c'est quoi l'objet A, c'est quoi l'objet B et qu'est-ce qu'ils font comme mouvement. Bon, si vous avez fait l'exercice, tant mieux, sinon vous avez la réponse. La voiture B avance à vitesse constante à 1 mètre par seconde. Donc c'est une voiture qui avance, elle n'est pas immobile. Elle avance tout le temps. Son aire sur la courbe n'est pas égal à 0. La voiture A, elle, est une voiture qui avance, elle a toujours une vitesse positive, mais de plus en plus vite. Donc si je vous pose la question, à quel instant est-ce que les deux voitures vont se croiser? Et ça, c'est une des questions que vous avez à faire dans vos exercices. La réponse, c'est pas 1,5 secondes. À 1,5 secondes, tout ce qu'on sait, c'est que les deux voitures ont la même vitesse. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont à la même place. Il peut y avoir une voiture à Chibougamau, puis l'autre voiture en Indonésie, puis il adonne qu'à 1,5 secondes, elles ont la même vitesse, mais ça ne veut absolument pas dire qu'ils sont à la même place. Donc, supposons qu'à t égale à 0, les deux voitures ont parti de l'origine. Sont partis à la même position. Donc, la voiture 1 a déjà de la vitesse, donc la voiture 1, c'est sûr qu'elle est devant la voiture... la voiture B, c'est sûr qu'elle est devant la voiture A parce qu'elle a déjà de la vitesse initialement, donc on va avoir une longueur d'avance. Et la voiture A doit augmenter sa vitesse, mais elle va de plus en plus vite. Donc éventuellement, la voiture A va dépasser la voiture B. Et si vous cherchez à trouver à quel instant est-ce que le dépassement va avoir lieu, bien, vous devez prendre l'air sous la courbe de B. Mais là, vous ne connaissez pas T, donc vous laissez T comme une inconnue. Donc l'air sous la courbe de B, ça va être 1, la hauteur, fois T. Donc l'air sous la courbe de B, ça serait juste 1 fois T. Je vais venir l'écrire, là, je vais vous le montrer sur mon iPad. Donc pour la voiture B, on dit que son déplacement, lui, c'est l'air sous la courbe. Donc c'est la hauteur qui était 1 fois T. Donc ça serait égal juste au temps.
l'air sous la courbe de la voiture à un temps t. Pour la voiture A, c'est un triangle. Donc, il faut prendre l'air sous la courbe d'un triangle. Ça veut dire la base qui va être égale à t, le temps qui m'intéresse. Ça va être un temps quelque part ici, là, mettons. T fois la hauteur divisé par 2. Donc, base fois hauteur divisé par 2, ce serait pour la voiture A. Donc, la base est égale à t. Et la hauteur sur le graphique, là, c'est quoi? Ben, c'est V. Donc, ça serait V au temps t. Donc, mettons que mon temps t il est ici. Là. Je ne sais pas ça va être où la rencontre. Mettons que c'est ici. La base mesure t et la hauteur mesure V. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir écrire que c'est la base fois la hauteur qui est V au temps t. Et c'est divisé par 2 pour l'aire d'un triangle. Donc là, vous avez comme la piste pour démarrer le problème. Et ils vont se rencontrer quand ils auront le même déplacement. Donc, vous allez faire l'égalité delta xb égale delta xa. Et là, il va vous rester le petit v de t ici, là, qu'il faut faire quelque chose avec ça. Mais vous avez des équations pour la vitesse v. Vous pouvez aussi, si vous voulez, prendre l'équation de la droite. Donc, A ici, là, vous avez une pente. Vous pouvez trouver la pente leur donnant l'origine qui est 0. Donc, vous pouvez écrire c'est quoi v selon t, remplacer ça, et vous allez être capable de trouver le moment où ils se rencontrent. Donc, lorsque les aires sur la courbe sont égales. Ici, il y a plusieurs questions qui font référence à ces graphiques-là. Attendez-vous à voir ça aux examens, là. C'est ça, je vais vous poser des questions. Donc, par exemple, ça peut être si C représente l'accélération, lequel des graphiques pourrait être la position selon T, lequel des graphiques pourrait être vitesse selon T. Je vous dis, pratiquez bien ces exercices-là. Et la semaine prochaine, quand je vais faire une vidéo là, préparatoire à l'examen, je vais en faire avec vous. Donc, je vais en corriger avec vous. Mais ce que j'aimerais dire pour l'instant, ce sont les portions de parabole. Donc, pour un mouvement qui est uniformément accéléré, et là, je vais passer à mon écran d'iPad ici pour vous montrer quelques trucs. Donc, pour un mouvement qui est MUA, donc si le mouvement est uniformément accéléré, on a dit que la fonction x de t sera une parabole. Une parabole, il y a 4 courbures possibles. On peut avoir une parabole qui courbe comme ça ici. Ça serait un premier cas. Deuxième cas, on peut avoir une parabole qui courbe dans l'autre sens. On fait la continuité de celle-là là, qui est comme ça ici. Donc ça, c'est 2 paraboles distinctes. On va commencer par étudier ces deux-là. Donc, je vais tracer à côté le graphique équivalent V de t associé à ce premier graphique-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est regarder la pente. Donc, au début, la pente tangente est assez inclinée, et plus le temps avance, plus l'inclinaison diminue pour finalement atteindre le sommet avec V égale 0 éventuellement. Donc, la courbe va atteindre V égale 0 un certain temps. Au début, on avait une vitesse très grande, et voilà à quoi ressemble le graphique vitesse-temps de ce mouvement-là. Donc, tout de suite, on comprend à quoi représente le premier graphique. Donc, le graphique en haut à gauche, x de t, avec la courbure qui atteint un sommet, c'est un graphique d'un mouvement où on avance en freinant. Donc, on voit là, ici là, que la vitesse, elle est toujours positive et elle diminue vers 0. Et ça correspond à ce graphique-là. Deuxième portion de parabole, je vais faire la même analyse. Donc, je vais dériver à l'œil nu cette fonction-là. Donc, à t égale à 0, la dérivée, elle est nulle. Donc, c'est un mouvement qui commencerait cette fois-ci au repos. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, la vitesse, la dérivée, est de plus en plus négative. Donc, mon graphique v de t, en vérité, là, je vais l'effacer, parce que ce ne sera pas ça. Ça va être un graphique où la vitesse est toujours négative. De plus en plus négative. Donc, comme ça ici, je vais mettre mon origine plus haute. Voilà, t, v. Donc, la dérivée de cette fonction-là, ça ressemblerait à ça ici. Donc, il y a une différence avec ce qu'on avait en haut. Donc ici, la vitesse est toujours négative et elle est de plus en plus négative plus le temps avance. Et ça correspond à cette courbure-là. Donc, 2 courbures de parabole qui représentent des mouvements très différents. Si vous voulez bien réussir les examens, ça ne sert à pas grand-chose d'apprendre ça par cœur. Vous risquez juste de vous tromper. Vraiment, la chose à faire, c'est que vous devez faire ce que j'ai fait. Donc, vous vous dites, j'ai une fonction x de t, je dois réfléchir comment varie cette fonction-là. C'est quoi son taux de variation ou sa dérivée, là, c'est des synonymes. Donc, regardez la pente et puis tracez à côté la pente en fonction du temps et ça va vous dire la vitesse. Et là, avec la vitesse, on comprend. Là, on voit que c'est une vitesse positive qui freine ou négative qui augmente de plus en plus négative. Il y a 2 autres portions de parabole possibles, la parabole à l'envers. Donc, on va faire la même opération. Oups, on va aller plus bas ici. OK. Donc, l'autre type de courbure qu'on peut rencontrer sont les courbures négatives, comme ça ici.
Donc, mettons comme ça. Ça, c'est une portion de parabole aussi. Si ça, c'est x en fonction du temps. Donc, voyons voir à quoi ressemble la dérivée à l'œil nu de cette fonction-là. Donc, on aurait ici la vitesse en fonction du temps. Donc, au début, j'ai une vitesse très négative qui s'en va vers 0. Donc, mon graphique vitesse temps, je dois aussi le faire dans le négatif pour cette fonction-là. C'est une vitesse négative qui s'approche de 0. Donc, voilà, et ce sera l'axe du temps ici. T. Donc, on commence avec une vitesse très négative et qui s'approche de 0. Donc, ça, c'est quoi? On regarde, donc une vitesse qui est négative, on est en dessous de l'axe, et qui s'approche de 0. Donc, ça, c'est un objet qui recule en freinant. Et on le voit très bien avec le graphique x de t. Ce qu'on voit, c'est qu'on commence à une valeur de x ici, et x diminue plus le temps avance, jusqu'à temps qu'on soit arrêté rendu là. Donc, c'est un mouvement où on recule. On s'approche de l'origine en x de t, et avec la dérivée est toujours négative, donc on recule. Et finalement, la dernière portion de parabole qu'on peut rencontrer pour les mouvements accélérés, donc x de t, c'est la continuation de celle du dessus. Donc, c'est la parabole comme ça, qui commence à 0 et qui augmente. Donc, ça, c'est un mouvement où on avance. Parce qu'on voit ici que x augmente dans le temps. Donc, le camion avance. Il est au repos. La pente, elle est quasiment nulle. Et elle est de plus en plus inclinée, cette pente-là. Donc, mon graphique v de t, c'est tout simplement, c'est le plus simple. C'est le graphique d'un mouvement qui avance de plus en plus vite. Comme ça ici. Donc, on a vu les 4 cas possibles pour le mouvement uniformément accéléré. Donc, ce que je viens de dire devrait vous aider là, à comprendre comment attaquer ce genre de questions-là dans le livre. Bon, pour ce qui est de l'accélération, j'en ai parlé un petit peu depuis tantôt, là, mais ce qui est important de savoir, c'est le signe de A et de V que ça représente. Donc ici, là, la première image, vous avez un objet qui avance vers la droite. Donc c'est un objet qui a une vitesse positive et on voit que son vecteur V est de plus en plus grand. Donc ça veut dire qu'il est entraîné vers la droite. Donc ça se correspondrait à une accélération négative. La façon d'imaginer l'accélération, c'est d'imaginer qu'il y a une corde invisible sur l'objet qui le tire dans une direction. Et la direction dans laquelle la corde tire sur l'objet, c'est la direction du vecteur A. Donc ici, si la bille était ici à l'instant 0 et qu'on la tire vers la droite avec une corde, donc avec une accélération positive, sa vitesse va augmenter. Et vice-versa, si j'ai un objet qui à l'instant 0 allait vers la gauche et qu'on le tire vers la droite avec une accélération positive, bien, sa vitesse va diminuer. Là. Imaginez un chien fou qui veut s'en aller manger une saucisse vers la gauche, mais vous tirez sur la laisse dans le sens contraire, donc vous donnez une accélération positive au chien, bien, sa vitesse va diminuer plus le temps avance. Donc ici, les deux cas ici, là, c'est les cas où l'accélération est vers l'avant. Donc on tire l'objet vers l'avant, mais dans le cas ici, en haut à gauche, la vitesse initiale était 0 et il a gagné de la vitesse positive, alors qu'ici, à l'instant initial, il y avait une vitesse négative, donc l'accélération positive l'a fait freiner. Et en contrepartie, vous avez le cas où l'accélération pointe vers la gauche. Ça veut dire où il y aurait comme une corde imaginaire qui tire l'objet vers la gauche. Donc si à l'instant 0, on possède déjà de la vitesse vers la gauche, bien, le fait de le tirer par là avec une accélération, ça va augmenter son vecteur vitesse dans le même sens. Donc ici, les deux signes sont pareils. Donc, on va de plus en plus vite. Et ici, c'est le contraire. À l'instant 0, on avait déjà de la vitesse vers la droite. Et là, on va tirer vers la gauche avec une accélération. Donc, ça va diminuer en grandeur ici. Donc, quand les signes de V et de A sont pareils, on a une augmentation de la vitesse en grandeur. Puis quand les signes sont contraires, on a une diminution de la vitesse. On va de moins en moins vite. Et l'air sous la courbe, d'un graphique A de t, ça donne le changement de vitesse delta V, et non pas la vitesse. Et en contrepartie, la pente du graphique V de t, c'est delta V sur delta t, là, la variation de vitesse sur la variation de temps. Cette pente-là, c'est ce qu'on appelle l'accélération. Donc, pour résumer l'analyse des graphiques qu'on vient de voir, donc pour passer de x à v, on prend la pente de la tangente. Pour passer de v à a, on prend aussi la pente de la tangente. Et là, si je veux reculer en arrière, donc connaissant A de t, donc par exemple dans la figure ici, si je veux trouver la vitesse, je dois prendre les aires sous la courbe. Puis une fois que j'ai V de t, si je veux trouver x, je reprends aussi l'aire sous la courbe. Sauf qu'étant donné que les aires sous la courbe, comme pour A, ça ne donne pas V, ça donne delta V. L'aire sous la courbe de V, ça donne delta x. Si on veut savoir la valeur de x et la valeur de V, ça nous prend
des constantes initiales. Il faut savoir c'est quoi la valeur de x à un instant, c'est quoi la valeur de v à un instant. Parce que nous, on calcule juste des variations de vitesse et de position avec le calcul intégral. Donc, regardons un petit exemple. On nous dit que j'ai une voiture qui a ce profil d'accélération-là. Donc, de 0 à 3 secondes, on accélère à moins 2 mètres par seconde carré. Puis, à partir de 3 secondes jusqu'à 5, on accélère avec 2 mètres par seconde carré. On nous dit qu'à t égale à 0, l'objet était au repos. Donc, à partir de ces deux informations-là, on peut trouver le graphique v de t. Donc, je connais la vitesse à un instant donné. Ici, on le donnait à t égale 0. Et là, ce que je dois faire, c'est l'aire sous la courbe. Donc, entre 0 et 3 secondes, l'aire sous la courbe est égale à la hauteur ici 2 fois la base 3, ce qui fait 6, et je dois le mettre dans le négatif, étant donné que c'est sous l'axe. Donc, ça veut dire que le delta V est égal à moins 6. Donc, ça veut dire qu'entre 0 et 3 secondes, la vitesse a diminué de 6 mètres par seconde. Et c'est ce qu'on voit dans le graphique V. À t égale 0, j'étais à 0. À t égale 3, j'ajoute moins 6. Et je sais que je peux relier ça avec une belle ligne droite parce que ici, mon accélération, elle est constante. Et qui dit accélération constante dit que V est linéaire. Et là, après ça, dans la deuxième partie, l'aire sous la courbe devient positive. Donc, la hauteur, c'est 2. Et maintenant, la base, c'est 2 aussi. Donc, ça, c'est 4 mètres par seconde. Donc, ça veut dire qu'à partir de t égale 3 jusqu'à t égale 5, je dois ajouter dans le positif 4 mètres par seconde. Donc, je passe de moins 6 à moins 2. Donc, j'ai mon graphique V de t que j'ai réussi à construire juste en prenant mes aires sous la courbe. Et là, après ça, si je veux passer de V à X, je dois continuer. Donc, je dois aussi prendre les aires sous la courbe. Mais il y a une façon plus simple de le traiter. Donc, aussi, pour passer de V à X, là, il faut connaître la position à un instant donné. Et ici, dans l'énoncé, je crois qu'on disait qu'à t égale 0, on était à 6 mètres. Donc, on met le premier point. Et là, après ça, il faudrait calculer les aires sous la courbe. Donc, on pourrait calculer l'aire du petit triangle ici, entre 0 et 1 seconde. Prendre l'aire, c'est une aire négative, donc on a diminué. Et là, on verrait qu'on a diminué de pas beaucoup. On a passé de là à là. Et je sais que je dois les connecter avec une portion de parabole. Je vous l'ai montré dans le iPad tantôt. Donc ça, c'est un mouvement qui recule de plus en plus vite. Donc, un mouvement qui recule de plus en plus vite, c'était quelle portion de parabole? Donc, si je vous remonte ce qu'on avait fait tantôt, donc un mouvement qui recule de plus en plus vite, ben c'est lui ici, là. Donc, la portion de parabole que vous voyez en bas à gauche. Et c'est ça qu'on voit sur le graphique. Donc, c'est un mouvement qui recule de plus en plus vite et jusqu'à 3 secondes. Et après ça, la courbure de parabole change de sens. Parce que là, on veut un mouvement qui recule en freinant. Donc, si je reviens sur ce qu'on a vu tantôt, donc un mouvement qui recule en freinant, ben, c'est la portion de parabole que vous voyez là à gauche. On recule en freinant. Donc, dans mon graphique ici, la courbure change de sens pour dire qu'on recule en freinant. Mais de t égale à 0 à t égale 5, le camion a toujours reculé. Sa vitesse a toujours été négative, même si l'accélération est devenue positive. Ça veut juste dire qu'on reculait de plus en plus vite, et puis là, il a décidé de freiner, toujours en reculant, donc sa vitesse s'approche de 0, mais est toujours négative, donc il recule toujours. Et on le voit bien sur x de t. On est parti de 6 et on recule jusqu'à peu près moins 12. On n'a jamais avancé, mais on ne le fait pas au même rythme. On voit qu'au début, on recule très vite, la courbure est très prononcée, puis là, on courbe de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Puis éventuellement, si le temps continue, on arrêterait et on atteindrait une position maximum ici, dans le négatif. Donc, c'est bien important pour l'examen là, que vous soyez capable de comprendre ça, sans faire de calcul. Cette session, là, étant donné que c'est à distance, les examens, c'est sur Moodle. Et ce n'est pas des examens comme vous êtes habitué nécessairement. Ce n'est pas des problèmes avec des démarches et beaucoup de calculs. C'est beaucoup de petites questions comme ça, conceptuelles, où je vous mets un graphique, je vous dis « Trouvez-moi le bon qui correspond ». Et là, il faut comprendre. Donc, vous n'avez pas le choix d'étudier et de bien comprendre ce que je viens de dire. Les graphiques, ça va nous suivre jusqu'à la fin de la session. On va en mettre souvent. Il faut être capable de lire des pentes, des aires sous la courbe. Il faut être capable de me décrire. Je vous mets ce graphique-là, je vous dis quelle phrase décrit le mieux ce mouvement-là. Un camion qui recule en freinant, un camion qui recule de plus en plus vite et après ça freine, etc. Il faut être capable de comprendre. Il faut être capable de me dire vite, c'est quoi le déplacement en prenant l'air sous la courbe, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement des calculs compliqués jusqu'à date, surtout dans cette première semaine, mais c'est des notions complexes. Vous devez analyser des graphiques, des pentes, faire le lien avec le mouvement. Donc, le cours de physique, et ça, c'est bien important de le mentionner, là, surtout pour mécanique, c'est votre premier. La physique, c'est pas un cours de maths. C'est pas vrai qu'on fait juste prendre des équations puis mettre des chiffres. Oh non. Il faut vraiment comprendre le mouvement. Et moi, c'est comme ça que j'enseigne mon cours. Je veux que vous compreniez ce qui se passe. Sinon, ça sert à rien. Juste calculer sans comprendre, c'est pas utile.
Et en faisant des analyses graphiques et en faisant du calcul différentiel et intégral géométrique, donc des pentes, des aires sous la courbe, c'est beaucoup plus rapide d'avoir une intuition, avoir un instinct du mouvement puis des équations par la suite. Donc, soyez à l'aise d'analyser des mouvements comme ça ici. Un autre truc qui est dans le livre qui est intéressant, c'est quand on compare les signes de vitesse et accélération. Donc, en A et en D. Donc, en A, on a un mouvement à vitesse positive qui est croissant. Donc, c'est un mouvement qui va de plus en plus vite. Les signes sont pareils, donc on va de plus en plus vite. Un autre mouvement où les signes sont pareils, c'est D. Donc, on a une vitesse négative, accélération négative, on va de plus en plus vite dans le négatif. Ici à droite, ce sont des objets qui vont de plus en plus lentement. Donc, c'est lorsque les signes sont contraires. On a une vitesse positive, une pente négative, on s'approche de zéro. Ici, vitesse négative, une pente positive, on s'approche de zéro. C'est ce que je disais tantôt au niveau des objets qui se déplacent, puis d'imaginer l'accélération comme étant une corde ou une force qui tire dessus. Parce que vous le savez, d'après les lois de Newton, là, le vecteur accélération est relié à une force. F égale ma. Hein? Donc A, c'est une force en vérité. Sauf qu'en cinématique, on l'appelle A parce qu'on ne tient pas compte des masses. Là, c'est vraiment le changement de vitesse. Mais c'est relié à la force, comme on le verra. Bon, petit exemple que je ne vais pas résoudre aujourd'hui. Je vais peut-être le résoudre la semaine prochaine dans une solution. Mais mettons que je vous donne ce graphique-là, x de t, et je vous demande de construire v de t. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Il faut prendre les pentes. Donc, de 0 jusqu'à à peu près 1,5 secondes, on voit que c'est un mouvement ici, la vitesse constante. Donc, la pente serait égale à moins 1,5 divisé par 1,5. Donc, on aurait ici une pente de 1. Donc, de 0 à 1,5 secondes, déjà, on sait que la vitesse serait constante avec ici moins 1. Et là, après ça, j'ai une portion de parabole de 1,5 à 3. Donc, on voit ici qu'on est en train de reculer en freinant. Parce que ici, j'ai une vitesse nulle de 3 à 4 secondes. Le bolide est arrêté. Donc, si on décrit le mouvement, j'ai un bolide qui commence à 1,5 m, qui recule à vitesse constante jusqu'à l'origine. Et là, une fois qu'il arrive à l'origine, ça lui prend 1,5 secondes. Et là, il va se mettre à reculer, mais en freinant. Donc, il recule de moins en moins vite, de moins en moins vite. Et il va atteindre moins 0,5 m. Et il va rester là pendant 1 seconde. Il va chiller sur place. Il va attendre. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il boit un Pepsi. Et là, après ça, à 4 secondes, il repèse sur le gaz. Donc là, ce qu'on voit, à partir de 4 secondes, c'est une parabole croissante. Donc, au début, pas de vitesse. Et là, la vitesse augmente de plus en plus dans le positif. Donc, on s'en va vers les X positifs. Donc là, le bolide décide d'avancer en accélérant. Et là, à un moment donné, il y a un changement de courbure. Donc là, c'est qu'on applique les freins, toujours en avançant. La courbure change et éventuellement, on atteint le repos ici. Donc, avant de tracer un graphique VDT, vous devez faire cette job-là dans votre tête. Comprenez ce qui est décrit dans le graphique et après ça, ça devient plus évident. Là, vous prenez les pentes, vous les mettez là et vous voyez si c'est logique avec la petite histoire du monsieur qui conduit son auto. Et si on veut faire l'inverse, donc je vous donne une voiture jouet téléguidée qui se déplace selon un axe des X et on veut construire sa position selon le temps. Donc déjà là, il faut faire une intégrale, une aire sous la courbe. En maths, là, quand vous faites des intégrales, il y a toujours une fameuse constante d'intégration qui apparaît. Les intégrales sont définies à une constante près. Et la même chose en physique. Donc, quand on prend l'aire sous la courbe, ça donne juste une variation de position. Donc, ça nous prend la constante d'intégration, qui est la position à un temps donné, qu'on donne ici. Donc, ça, c'est comme notre constante d'intégration. Là, on dit à t égale 2, je suis à moins 2 mètres. Donc, ici, là, on pourrait venir se mettre un point dans le graphique. C'est comme le jeton free au milieu d'une carte de bingo, le gratis. Vous le mettez là. Et à partir de là, vous construisez tout le graphique. Ça, c'est quand même difficile comme problème. Donc, il faudrait partir de 2 secondes. Et là, on regarde avant qu'est-ce qui se passe. De 0 à 2. Avant de faire l'analyse, on peut juste décrire le mouvement peut-être. Donc, à t égale à 0, le chariot est en train de reculer. Donc, il recule vers la gauche avec une vitesse de moins 2 mètres par seconde, mais en freinant. Parce que rendu à t égale 2, il est arrêté. Et après ça, il va changer de direction. Donc, sa vitesse devient positive et de plus en plus positive. Donc, il reculait, il s'est arrêté, et là, il se met à avancer de plus en plus vite. Et éventuellement, à 4 secondes, là, il n'accélère plus, mais il continue à avancer. Toujours avec une vitesse de 2 mètres par seconde. Et là, il se rend compte qu'il y a un petit Bambi qui traverse la route. On applique les freins et la vitesse très rapidement tombe à 0. Donc, le bolide a reculé seulement dans les 2 premières secondes. Donc, je sais que j'ai reculé. Donc, on avait dit ici, là, à moins 2,2, j'ai un jeton gratis de bingo. Et entre 0 et 2, on a reculé. Et si on prend l'aire sous la courbe, ça donne exactement ici, l'aire du triangle, ça va donner, on a une base de 2, une hauteur de 2,
Donc 2 fois moins 2, ça fait moins 4, divisé par 2 parce que c'est un triangle. Donc on a un déplacement de moins 2 mètres. Donc ça veut dire qu'on a commencé de l'origine. Donc on est parti de l'origine pour nous amener à notre constante ici, le t égale 2 et t égale moins 2. Et là, après ça, on peut construire le reste du graphique. Et je sais qu'entre les deux, là, on l'aurait fait de façon accélérée. Donc il faudrait mettre la courbure. Puis ensuite, on continue avec la même courbure. Donc ce serait une seule parabole ici, parce que c'est la même pente. Et après ça, il faudrait ajouter le reste, qui serait un petit peu complexe, mais ça se fait bien en mesurant les aires sous la courbe. Ce qui nous amène maintenant à notre mouvement uniformément accéléré. Donc, lorsque l'accélération est constante, on peut trouver des équations toutes faites que vous avez étudiées en masse au secondaire, mais d'où elles viennent, ces équations-là? Ça vient des dérivées des intégrales, des aires sous la courbe, des pentes. Donc, par exemple, pour un graphique qui est un mouvement uniformément accéléré, je vais vous montrer quelque chose ici. Donc, si le mouvement est uniformément accéléré, donc le graphique de A de t est une ligne droite. Donc, A en fonction du temps t, c'est une ligne droite à la valeur de A. Donc, si moi, je m'intéresse à trouver le changement de vitesse, je vais prendre l'aire sous la courbe ici, et l'aire sous la courbe, c'est la hauteur fois la base. Donc, si ça ici, la base, c'est delta t, puis la hauteur, c'est A, ben, mon aire sous la courbe est égale à A fois delta t. Et ça, c'est l'aire sous la courbe. Puis l'aire sous la courbe, c'est égal au changement de vitesse delta v. Donc ça, c'est ma première équation de la cinématique. C'est l'aire sous la courbe. Donc le changement de vitesse delta v, c'est vitesse finale moins vitesse initiale, qui est égale à A fois delta t. Et c'est comme ça qu'on a l'équation pour le changement de vitesse en cinématique, qui est que la vitesse finale, c'est la vitesse initiale plus l'accélération fois le changement du temps t. Donc ça, c'est la première équation. Ça vient du fait qu'on prend l'aire sous la courbe d'une fonction qui est constante. Et donc, si je trace cette fonction-là, donc ce que je viens d'écrire, le VI plus A fois delta t, ordonné à l'origine plus pente fois variable dépendante, indépendante. Donc, l'ordonné à l'origine, c'est la vitesse initiale qu'on appelle Vx0 et la pente est égale à A. Donc ici, j'ai gagné A fois t, la pente fois le temps. Mon ordonnée à l'origine, elle est ici. Donc, l'aire sous la courbe, c'est l'aire sous la courbe du rectangle qui vaut V0 fois t. Et l'aire du triangle vaut 1/2 t fois A fois t. Ce qui fait 1/2 AT au carré. Donc, comme ça, je trouve mon équation de la cinématique pour le mouvement. Donc, revenons à l'exemple de tantôt, là. La voiture qui accélérait et on avait tracé le graphique A, V et X. Donc ici, vous voyez là, avec un code de couleur là, que quand l'accélération est négative, la pente ici est négative. Quand l'accélération est positive, la pente de V est positive. Et ici, donc pour une vitesse V qui croît linéairement négativement, là, selon le MUA, ça nous fait une portion de parabole comme ça ici. Puis en bleu dans l'autre sens, ça fait une parabole courbée dans l'autre sens. Je pense qu'avec la vidéo d'aujourd'hui, ça devrait rentrer dans vos cerveaux un petit peu, là. Vous relirez comme il faut les sections 1.1 et 1.5 pour bien maîtriser les graphiques. Relisez la vidéo, faites tous les exercices du livre. Et les 2 exercices que je n'ai pas résolus au complet avec les voitures, essayez de les faire aussi, ça devrait être une très bonne formation. Et je vous garantis que si vous maîtrisez tout ce qui est analyse graphique du mouvement, vous allez être des pros de la cinématique, parce que juste mettre des chiffres dans des équations, ça ne dit rien à personne. Mais comprendre les pentes, le changement, la variation, c'est ça la beauté, et puis c'est ça la force de ce cours-là. Là. Vous faites du calcul différentiel intégral, vous voyez plein d'algorithmes de calcul, des techniques de calcul, mais des fois, il y a du monde qui se demande à quoi ça sert de faire des dérivés, pourquoi ça existe, pourquoi je ferais ça dans la vie. Ben, ça vient de l'analyse de quantité qui change. Donc, c'est des taux de variation. Et ça, c'est important là, partout dans la vie. Là. Si vous allez étudier en finance, en économie, vous allez faire la même chose. Vous voulez savoir comment il varie le marché en fonction du temps. Vous voulez voir c'est quoi le taux de variation de l'économie, de l'inflation. Y a-t-il un sommet? Est-ce que ça décroît plus vite, moins vite? Donc, la notion de vitesse, d'accélération, c'est pas juste en physique, là, c'est pas juste en cinématique. En chimie aussi, on veut étudier des taux de réaction, des vitesses en laboratoire. Il faut faire ça. L'analyse de courbes, de taux de variation. Parce que des quantités qui ne varient pas, c'est plate en tabarouette. Là. Donc, le calcul différentiel intégral, ça étudie les variations. Et on en a besoin dans la vie. Et je vous dis que si vous comprenez ça et vous avez compris là, c'est quoi une dérivée, une intégrale, on a fait beaucoup de chemin là, déjà juste là-dessus. C'est bien important.
Donc, voici les fameuses équations du MUA. Donc, ça, essentiellement, là, c'est de mettre des chiffres dans les équations. C'est moins intéressant. Vous les avez, les équations. C'est très pratique pour résoudre des problèmes, mais comprenez que ça vient du calcul différentiel, là. C'est des aires sous la courbe des pentes, dans le cas où A est une constante, là. Le cas, par exemple, en chute libre. Tout ça est pratique. Vous les avez là, avec les vitesses initiales, finales. Dans le livre, il y a beaucoup de situations où on les travaille, donc je n'insisterai pas trop là-dessus aujourd'hui. Ça, vous les avez aussi dans la feuille d'équation qui est disponible sur Moodle, toujours. Un truc, quand vous ne savez pas quelle équation prendre, faites-vous un petit tableau, écrivez c'est quoi les paramètres qui sont donnés dans l'énoncé. Donc, les paramètres de la cinématique, là, il y en a plusieurs. Là. Il y a la vitesse finale initiale, il y a position initiale finale, et il y a l'accélération et il y a le temps. Okay? Il y a 4 paramètres de la cinématique. Vitesse, position, accélération et temps. Et pour chacune de ces 4 quantités-là de la cinématique, il y a une équation qui ne la fait pas intervenir. Donc, mettons que l'équation qui ne fait pas intervenir la vitesse finale, c'est celle-là. L'équation qui ne fait pas intervenir le déplacement, c'est celle-là. L'accélération qui n'est pas là, c'est ici. Et la dernière ne fait pas intervenir le temps. Donc ça peut être utile, ce petit tableau-là. Donc, par exemple, vous n'avez pas accès au temps et vous ne voulez pas savoir le temps. Donc, prenez ça. Vous n'avez pas l'accélération, vous pouvez prendre ça, etc. Donc, ça va être un peu une chasse au trésor, là, trouver la bonne équation. Mais ça, c'est une question d'en faire beaucoup. À force de faire des exercices, vous allez avoir l'intuition. Il y a juste 4 équations, il n'y en a pas 22. À un moment donné, on les connaît par cœur. Puis à un moment donné, on a fait le tour des problèmes. Il n'y a pas non plus une infinité de problèmes de cinématique. C'est pas mal toujours une voiture qui freine, qui accélère, qui attend. L'autre arrive. Il faut juste jouer avec les équations. Et ça, pour devenir bon et pour être à l'aise, c'est une question d'en faire beaucoup. C'est de la pratique, là. Et c'est pas vraiment de l'étude, contrairement à d'autres choses. C'est de la pratique. Faire de la physique, c'est comme jouer de la musique, c'est comme jouer un sport. Là. Vous n'allez pas être bon en lisant un livre 8 fois. Là. C'est en mettant les mains sur le piano, en faisant des gammes, des accords, ou en prenant votre bâton puis en allant faire des tirs au but. C'est comme ça que vous allez devenir bon. Et en physique, on devient bon en pratiquant les équations tous les jours, une équation après l'autre, un problème après l'autre, puis on se pète la gueule souvent, ça ne marche pas, il y a une erreur, pourquoi, on efface, on recommence. Ah non, j'avais mal écrit l'énoncé finalement. C'est ça, là. Mais à force d'en faire, on devient très très bon. C'est sûr et certain. Dans la section 1.7, ensuite, on parle du mouvement en une dimension sous l'effet de la gravité. Et là, étant donné qu'on vient de parler beaucoup de l'analyse graphique, là, c'est la continuité directe, il n'y a rien de spécial à dire. C'est juste qu'en chute libre, l'accélération, l'objet, aussitôt qu'il quitte votre main, il est attiré vers le sol avec une accélération constante qui vaut moins 9,8 mètres par seconde carré, moins g. Le petit g, là, ici, est une constante positive. Là. Donc, c'est moins g l'accélération. Quand l'axe est vers le haut, là, c'est moins g l'accélération. Donc, pendant que la balle monte vers le haut, elle a une vitesse positive parce qu'elle est en train de monter selon l'axe. Avec une accélération négative, des signes contraires, ça freine. Mais je n'ai pas vraiment besoin de vous dire ça. Là. Tout le monde sait qu'en lançant un objet, il va freiner. Il va atteindre une hauteur maximale où sa vitesse est nulle. Et après ça, il va redescendre de plus en plus vite. Mais là, ici, on peut analyser là, les vitesses, les accélérations. Et ça correspond à ce qu'on a dit avant. Et la chose au secondaire qui me gosse un petit peu et que les professeurs de secondaire aiment dire aux étudiants, c'est de séparer la montée et la descente du projectile en 2 mouvements, comme si c'était 2 mouvements différents. Alors que non! C'est le même MUA, c'est la même accélération. Donc, le graphique V de T d'un mouvement comme ça, c'est une belle ligne droite, là, avec une pente qui vaut moins 9,8. Pas besoin de séparer en 2. Faites pas ça, c'est inutile. C'est juste une perte de temps, puis ça rend les notions plus compliquées pour rien. Là. Les étudiants, ils veulent découper ça, monter, descente, comme si c'était 2 problèmes en un. Non, il y a une seule équation pour le début et la fin du mouvement en chute libre. Ce sont les équations du MUA que je viens de vous montrer juste avant. Ici, mais on remplace A par moins G partout. That's it. Et c'est valide pour tous les temps entre le début et la fin du mouvement. Pas besoin de séparer ça en 2. La valeur de G là, varie un petit peu sur la Terre. Donc, si vous avez un tableau dans le livre, là, il y a des petites fluctuations. Il y a des gens qui font ça dans la vie, là, qui se font de la recherche là-dedans, qui se promènent sur la Terre et qui mesurent avec différentes expériences G. G varie pour plusieurs raisons. Premièrement, la rotation de la Terre. Là, les gens à l'équateur, par effet centrifuge, sont un petit peu comme propulsés de la Terre, donc ils sont plus légers. Donc à l'équateur, oui, vous êtes plus léger. Et donc ça, c'est une preuve que la Terre tourne là. Donc ceux qui pensent que la Terre est plate, essayez d'expliquer pourquoi à l'équateur, il y a moins d'attraction gravitationnelle qu'au pôle. Bonne chance.
L'autre raison pourquoi la gravité n'est pas constante, c'est que l'intérieur de la Terre, c'est pas une belle coquille sphérique, là. Il y a des inhomogénéités, ce qui fait en sorte que la répartition de masse n'est pas tout à fait pareille. Donc ça change un petit peu la valeur. Et l'autre chose aussi, c'est que la Terre, par effet centrifuge aussi, est un petit peu aplatie au pôle. Donc c'est pas une sphère parfaite, c'est une espèce d'œuf, une ellipse, un ellipsoïde. Ce qui fait en sorte que G n'est pas constant, mais ça ne varie pas énormément, là, entre 9.832 puis 9.800 à peu près. C'est à peu près ça l'étendue de la variation. Mais plus vous montez en altitude, par exemple, plus la valeur de G diminue. Donc 9.8, là, c'est vraiment à la surface de la Terre. La surface de la Terre. Des avions qui sont à 30 000 pieds dans les airs, c'est à peu près aussi à 9.8. Il faut vraiment aller beaucoup plus haut que ça. On parle à la station spatiale, mettons. La station spatiale internationale, le champ gravitationnel à son altitude, c'est comme 8.9. C'est pas beaucoup plus petit. Il faut aller très, très, très haut pour que la gravité terrestre soit presque nulle. Et ça, on va en reparler. On va parler de la pesanteur dans les prochains chapitres. Pourquoi les astronautes flottent, même s'il y a beaucoup de gravité. La gravité, c'est quasiment comme sur Terre, là. Je vous dis que c'est 8.9 à la station spatiale. Sur Terre, c'est 9.8 mètres par seconde carré. Pourtant, les astronautes flottent. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont en chute libre. Ils tombent vers la Terre en avançant. On en reparlera là. Okay? Mais il y a de la gravité. On va analyser cette question-là, qui est une question qui est beaucoup plus difficile qu'elle peut en avoir l'air. Des fois, en session régulière, là, je mets cette question-là dans le devoir ou dans les ateliers à faire en classe, puis c'est une catastrophe, là. Donc, la question, c'est on laisse tomber à partir d'une tour qui a une hauteur h, un objet, et on voit que ça prend 1 seconde à l'objet pour faire les 20 derniers mètres de sa chute. Quelle est la hauteur de la tour h? Donc, je vous dis, c'est un problème plus difficile qu'il en a l'air. C'est pas juste de mettre les chiffres d'une équation, il faut bien comprendre, surtout le fait que je parle des 20 derniers mètres, donc vous savez pas qu'est-ce qui se passe pour faire les 20 derniers mètres, puis en haut, il y a de la hauteur pour atteindre jusqu'à h que vous ne savez pas. Donc, ce que je vous suggère de faire immédiatement, c'est de prendre un papier crayon et d'essayer une démarche. Okay? Si vous voulez apprendre, là, c'est pas juste en m'écoutant. C'est facile de m'écouter. À l'examen, je ne serai pas là. Donc, essayez de le faire. Et je ne m'attends pas à ce que vous trouviez la bonne réponse. Je vous le dis, c'est un problème qui est plus difficile, mais essayez au moins une solution. Regardez les équations, pensez-y. Ça se fait. Il y a un petit truc. C'est pas très compliqué, là, mais il y a un truc avec les équations. Donc, vous allez mettre la vidéo sur pause, faites la solution, et après, vous verrez c'est quoi la bonne méthode. OK. Donc, voici la solution à ce problème. Alors, tout d'abord, on choisit de placer l'axe Y vers le ciel, et je vais mettre l'origine au sol. Donc, ça, c'est important. Là. Il faut le spécifier là, où on met nos choses. La vitesse à la hauteur initiale qu'on cherche est nulle parce qu'on laisse tomber l'objet. Et ça, c'est un autre vocabulaire que j'aurais peut-être dû dire avant. Là, quand on laisse tomber un objet en physique, ça veut dire qu'on ne lui donne pas de vitesse, on le lâche. Et en tout temps, l'accélération vaut moins g, moins 9,8. Donc, ce qu'on doit faire, c'est étudier d'abord la cinématique uniformément accélérée de ce que je vais appeler l'intervalle numéro 1, qui correspond aux 20 derniers mètres pour trouver la vitesse initiale ici. Donc, lorsqu'on était à 20 mètres du sol, quelle était la vitesse de la balle? Donc, c'est la seule chose que je peux faire. Parce que nous, on sait que ça a pris 1 seconde pour faire cet intervalle-là sur 20 mètres. Mais quand la balle est entrée au début de l'intervalle 1, elle avait de la vitesse. Elle a gagné de la vitesse sur cette distance-là ici. Donc, je vais mettre mon équation de la cinématique pour la coordonnée Y. Donc, la position finale est égale à la position initiale plus la vitesse initiale fois le temps plus 1/2 A delta T carré. C'est nos équations du MUA qui viennent des aires sous la courbe. Et là, je vais remplacer avec les paramètres connus. Et là, ce que je suis en train d'étudier, c'est l'équation ici dans l'intervalle numéro 1 avec les valeurs qui sont notées là. Donc, je vais remplacer ces chiffres-là dans mon équation. Donc, j'ai 0 à la fin au sol. Au début, j'avais 20. Plus, je cherche, c'est ce que je cherche. Je cherche la vitesse initiale quand je suis entré dans l'intervalle 1, fois le temps, qui est 1 seconde, c'est mentionné. Plus 1/2, fois l'accélération qui vaut moins 9,8, fois le temps de 1 seconde. On simplifie tout ça et ça nous donne la vitesse tout de suite, qui vaut moins 15,10 mètres par seconde. Donc, au début de l'intervalle 1, la vitesse est de 15,10 vers le bas. Cette vitesse devient maintenant la vitesse finale de l'intervalle 2. Donc, l'intervalle 2, ça sera l'intervalle entre h et 20 mètres. C'est 2 parce que c'est la deuxième étape de mon calcul, mais dans la physique du mouvement, c'est le premier intervalle. Là. C'est peut-être un petit peu mélangeant, mais moi, c'est vraiment numéro 1 parce que j'ai traité lui en premier, et là, je vais traiter le numéro 2 ensuite. Donc, l'intervalle numéro 2, sa hauteur initiale, c'est h, ce qu'on cherchait. Sa hauteur finale, c'est 20. L'accélération est toujours la chute libre, et la vitesse initiale est égale à 0.
Donc là, je vais utiliser cette équation-là ici, l'équation des vitesses au carré, qui ne fait pas intervenir le temps, parce que je n'ai pas le temps de l'intervalle numéro 2. Mais je connais les deux vitesses, je les ai trouvées. Et donc ça va me donner la distance ici entre les deux. Donc à la fin, j'ai moins 15,10 mètres par seconde au carré, est égal à la vitesse initiale de 0 au carré, plus 2 fois l'accélération, moins 9,8 fois le déplacement. Et donc le déplacement me donne moins 11,63. Donc ça veut dire que le déplacement est de 11,63 vers le bas durant l'intervalle 2, ce qui est logique. Et au total, pour trouver la hauteur h, j'additionne mes deux déplacements. Donc j'ai 20 mètres dans l'intervalle 1, 11,3 mètres dans l'intervalle 2, et donc au total, ça fait 31,63 mètres comme hauteur de tour. Donc si vous avez réussi à trouver cette réponse-là, je vous félicite, c'est un problème très difficile, ça veut dire que vous aviez très bien compris comment aborder un problème de cinématique en le séparant en différents intervalles d'après les quantités qui étaient connues. On ne pouvait pas le faire d'une shot ici, il nous manquait l'information de la vitesse à 20 mètres qui n'était pas donnée. Donc, ça se peut que vous ayez pris peut-être les données et que vous avez essayé de tout mettre ça dans une équation du MUA, mais c'est sûr que ça ne fonctionne pas, là. Il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, quand je donne ça en devoir ou en examen, c'est qu'ils vont me dire 20 mètres en 1 seconde, donc une vitesse de 20 mètres par seconde en moyenne, et là, ils vont partir de ça. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que la vitesse, c'est delta x sur delta t. C'est accéléré. Delta x sur delta t, c'est juste vrai quand la vitesse, elle est constante. Ici, elle n'est pas constante, la balle gagne la vitesse. Donc, vous devez prendre les équations du MUA absolument. OK, ce qui nous amène maintenant à la dernière section de cette semaine, qui est le MUA à plusieurs paliers. Donc, un palier, c'est quoi? C'est un palier d'accélération. Ce sont les zones où l'accélération est constante. Donc ici, par exemple, quand la voiture change son accélération à part d'une valeur négative, plus positive, on doit délimiter des paliers. Donc, durant un palier, ce qui est important, c'est que le A est constant. Donc, durant un palier, on peut appliquer nos équations du MUA. Donc, c'est ça le but. Donc, quand vous voyez que l'accélération varie ou quand il y a des temps de réaction, donc mettons, on vous dit Béatrice a attendu 2 secondes avant de partir à courir, les 2 premières secondes, c'est un palier où l'accélération est nulle. Puis ensuite, à partir de t égale 2, c'est un autre palier avec une accélération peut-être différente. Et ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les équations du MUA dans chacun des paliers. Donc, par exemple, le palier 1 ici, je pourrais prendre le changement de vitesse pour trouver la fonction V. Là, après ça, la vitesse finale du palier 1 devient la vitesse initiale dans le palier 2. Donc, il faut comme transporter les quantités. Puis, même chose pour la position. La position finale dans le palier 1 nous amène tout de suite au palier 2. Donc, il faut les connecter. Donc, on ferait initiale, finale, qui devient... Le final de lui devient initial de lui, on retrouve le final du palier 2. Le final du palier 2 devient initial du palier 3, etc. Belle lurette jusqu'à la fin des temps. On sépare par palier. Donc, la logique est quand même simple, mais l'application peut être un petit peu laborieuse des fois quand il y a des paliers assez complexes. Donc, mettons ici une situation d'un autobus qui avance. Donc, on vous dit que pendant 5 secondes, on est parti de l'origine et on a pesé sur l'accélérateur avec un rythme de 3 mètres par seconde carré. Après ça, après les 5 secondes, pendant 2 secondes, on a arrêté d'accélérer, donc on a avancé à vitesse constante. Et là, après ça, on a décidé de freiner à partir de t égale 7 secondes. On a freiné avec 5 mètres par seconde carré. Donc, pour traiter ce problème-là avec nos équations du MUA, il faudrait traiter par palier. Il n'y a pas une équation qui va connecter t égale 0 jusqu'à t égale 10. Impossible. Parce que l'accélération flip ici, flip là encore, ça change. Donc, il faut changer nos paliers, on n'a pas le choix. Ça veut dire qu'il faudrait traiter les 5 premières secondes ici. Donc, on aurait un mouvement accéléré à 3 mètres par seconde carré. Donc, la vitesse là, commence à l'origine parce que c'était un mouvement qui était initialement au repos. Donc, une pente de 3, ça veut dire que ça ressemble à ça ici. Merci, ça monte, ça monte, ça monte. Et on atteint la vitesse de croisière qui vaut peu importe. Ici, ça vaudrait 3 fois 5, ça vaudrait 15. Okay? 3 mètres par seconde carré fois 5 secondes, ça nous donne delta V. Donc, on aurait ici 15 mètres par seconde, qui est constant. Et là, après ça, on applique les freins avec une pente de moins 5 pour tomber à 0. Et là, on pourrait calculer les déplacements. Donc, si je veux savoir dans le palier 1, je me suis déplacé de combien, on prend l'air sous la courbe ici. Ça, c'est un choix. Ou ben non, on prend l'équation MUA delta X, ce qui est absolument la même chose. Parce que, je vous rappelle, les équations MUA viennent des aires sous la courbe. C'est ça la définition. Donc, il n'y a aucune différence, vous, dans votre cahier. Si vous dessinez la fonction, vous prenez l'aire sous la courbe, ça va être exactement égal à l'équation MUA. Sauf que l'aire sous la courbe, c'est plus visuel, plus facile à voir. Donc, ça, c'est un problème très, très simple. Voyons, je vais vous montrer maintenant les deux situations, le 2 et 3 dans la section 1.8. On va les regarder ensemble. La première, la numéro 2, on dit qu'on a une moto qui se déplace sur une route en ligne droite à vitesse constante de 40
mètres par seconde, passe à côté d'une voiture de police qui est arrêtée. Et la police prend 2 secondes avant de démarrer. Donc pendant 2 secondes, elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu un temps de réaction. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc la moto est arrivée. Le cerveau du policier, ça lui a pris 2 secondes à enregistrer qu'il y avait un criminel, un chauffeur, peu importe, qui roulait très très vite. Donc lui, il était pris au dépourvu. Et là, il a appuyé sur l'accélérateur. On fait quoi avec ces 2 secondes-là? Ben, on les met dans un palier. On va dire que de t égale 0 à t égale 2, Monsieur Police n'accélérait pas. À t égale 2, on lui met une accélération, etc. Pendant tout ce temps-là, la moto, elle avance à vitesse constante là-dedans. On dit que, après les 2 secondes de réaction, le policier accélère à un taux de 5 mètres par seconde carré, mais il n'a pas le droit, sinon il perd sa job, il n'a pas le droit d'aller plus vite que 180 km/h, ce qui veut dire 50 mètres par seconde. Donc, il va avoir 3 paliers pour le policier. Le palier où il est immobile, son temps de réaction. Après ça, il accélère. Et là, après ça, une fois qu'il a atteint sa vitesse de 180 km/h, il doit continuer à vitesse constante. Il est obligé par la loi. C'est le gardien de la loi, le policier. Il ne va pas dévier. Donc ensuite, on aura un 3e palier avec une accélération 0 aussi. Sauf que le palier 1, le palier 3, oui, ont la même accélération, mais c'est des situations très différentes. Ici, j'ai une accélération, je suis immobile. Ici, j'ai une accélération nulle. Et je ne suis pas immobile. J'ai ma vitesse de croisière de 180 km/h. La question, c'est où et quand est-ce que le policier va rencontrer la moto? Donc, juste avant de faire ça, comment est-ce qu'on fait les problèmes de rencontre entre 2 voitures? Je l'ai expliqué dans le forum aujourd'hui. Il y a des gens qui ont posé la question, mais c'est peut-être pas tout le monde qui l'a vu. Donc, si vous avez 2 objets, donc mettons que vous avez un objet A et que vous avez un objet B, qui se déplacent avec des vitesses, des accélérations différentes. On veut savoir quand est-ce qu'ils vont se rencontrer. Donc mathématiquement, c'est pas compliqué. Ils vont se rencontrer quand leurs positions finales sont égales. Donc quand la position de A est égale à la position de B. Donc vous, là, c'est ça qu'il faut retenir. Donc tous les problèmes de poursuite, de collision, vous allez avoir 2 objets d'habitude. Et chaque objet, vous devez écrire, et ça, il faut faire ça dans chaque palier. Dans chaque palier, il faut écrire la position de A, la position de B, et voir si l'égalité est possible. Mais de façon générale, c'est comme ça qu'on résout. On pose l'égalité. Sachant que XA et XB sont donnés, là, par exemple, X final pour une des 2 autos, là, c'est toujours donné par sa position initiale plus sa vitesse initiale fois le delta T que ça va prendre, plus une demi A fois le delta T au carré. Donc, on fait ça pour la voiture A, la voiture B. On met les valeurs de vitesse, accélération, position. On met ça égal. On résout. On a du plaisir. On trouve delta T, ça nous donne l'intervalle de temps que ça a pris. Et une fois qu'on connaît delta T, on leur dompe dans une des équations de X pour trouver c'était où qu'ils se sont rencontrés. Donc ça serait la méthode standard s'il n'y a pas de palier. Donc si c'est juste 2 voitures qui se foncent dedans avec une accélération constante, vous faites ce que je viens de dire. Mais avec des paliers, là, il faut user son coco un petit peu. Il faut réfléchir. C'est pas juste mettre des chiffres dans une formule. Et je l'ai dit, moi, j'aille ça, mettre des chiffres dans une formule. Ça sert, tout le monde est capable de faire ça. Si c'était ça le cours, je mettrais 100% à tout le monde. Tout le monde est capable de pitonner 8 plus 2 puis mettre ça au carré. Là. Les seules erreurs, ce seraient des erreurs de calcul. Donc, la section 1.8, attendez-vous à avoir des questions comme ça à l'examen. C'est comme le summum de la cinématique. C'est des voitures, l'accélération change, il y a 2 voitures, ils se rencontrent. Il faut vraiment maîtriser ça. Donc là, oui, on joue avec des équations, mais c'est plus que juste mettre des chiffres dans une formule. Et aussi, on peut s'en tirer avec les graphiques, comme je vais vous montrer. Ça peut être très utile dans des situations complexes comme ça, de tracer les graphiques A, V, X pour les 2 objets, puis voir qu'est-ce qui se passe. Donc, traitons le problème. Donc, le premier palier, donc là, c'est vraiment, j'ai copié-collé le texte. Là, on va le regarder ensemble. Je veux vraiment le faire parce que c'est une section quand même difficile. Et en principe, vous l'avez déjà lu. Je vous l'ai dit au début, là. Mais regardons. Donc, on dit que le palier 1 dure 2 secondes. Donc, le premier delta T, on va mettre 2 secondes. La voiture P ne bouge pas. Donc, la voiture P reste immobile. Donc, je n'ai rien à écrire pour elle. Là, c'est 0, 0. Sa vitesse, c'est 0. Mais la moto, elle avance. Et elle a avancé de combien? Donc, je vais remplacer dans l'équation de la cinématique les paramètres de la moto. Elle était à l'origine une vitesse de 40. Donc, elle a fait 80 mètres pendant que le policier chillait. Pendant qu'il était en réaction de 2 secondes, la moto l'a avancé de 80 mètres. Donc là, quand on a plusieurs paliers, nous, on ne peut pas savoir c'est où que
à moins que vous soyez des génies du calcul mental, là, c'est très dur de dire est-ce que la voiture va avoir le temps de le rattraper avant d'atteindre son 180 km/h ou pas. Donc, il y a deux possibilités. Soit que la collision, en fait, le policier va attraper la moto ici ou dans le palier 3. Donc, ce qu'on doit faire, c'est trouver faut analyser. Il n'y a pas vraiment de truc. Il faut juste écrire puis voir ce qui fait du gros bon sens. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit, M. Séguin? Il dit, il y a deux possibilités. Afin de déterminer la durée du palier 2, on doit calculer le temps que prend la voiture de police, qui était à l'origine au repos et qui là, soudainement, accélère parce que là, il s'est réveillé. On va trouver le temps que ça lui prend pour atteindre sa vitesse de 50 mètres par seconde, le fameux 180 km/h. Donc, étant donné que j'ai le changement de vitesse, je passe de 0 à 50, j'ai l'accélération, bingo, j'ai l'équation qui me donne le temps, c'est celle du changement de vitesse. V est égal VI plus AT. Donc, on va aller trouver T, je l'isole là-dedans mathématiquement, ça va donner 10 secondes. Donc, je sais que ça prend 10 secondes au policier là-dedans ici. Donc, voyons voir jusqu'où va se rendre la police et où va se rendre la moto. Donc, la moto, dans le palier 2, son X0, c'est 80. Donc, comme j'ai dit tantôt, là, ce qui était final au palier 1 devient initial du palier 2. Donc, la moto était à 80 mètres à la fin du palier 1, donc elle est à 80 mètres au début du palier 2. À quoi on ajoute sa vitesse constante de 40 fois le temps. Et ça nous donne la position finale de la moto, qui va être 80 plus 40 fois le temps T. Pour la police, elle était au repos, à l'origine, une accélération de 5 fois 1,5 fois le temps au carré. Donc, la police ici, elle, sa position dans le palier 2, c'est 2,5 fois t au carré. Donc, ils vont se rattraper les deux, comme j'ai dit, si leurs valeurs de x sont égales. Donc, je vais faire l'égalité entre l'équation de la position 80 plus 40t de la moto égale avec celle de la police, 2,5 t carré. Ça nous donne une équation quadratique et la solution se donne avec la grosse Bertha. Et si ça fait très longtemps que vous avez fait des maths et que vous ne savez pas c'est quoi ça, l'équation quadratique, tout de suite, vous allez m'écrire un message Colnet parce que ça, on doit le régler au plus vite. Vous devez comprendre ça, là, c'est des maths de secondaire 5 ou 4. Donc, si ça fait longtemps que vous avez fait des maths, là, écrivez-moi, je vais vous envoyer un petit document pour réviser ça. Donc, on isole T avec l'équation quadratique, ce qui nous donne deux valeurs, une positive et une négative. Mais la valeur positive, 17,8, c'est plus grand que le 10 secondes. Donc, logiquement, la rencontre va avoir lieu dans le palier 3. Une autre façon de le faire plus rapidement, ça aurait été de dire, OK, en 10 secondes, là, où est rendue la police et où est rendue la moto, et on aurait vu qu'ils ne sont pas encore côte à côte. Donc, on sait que ce n'est pas dans le palier 2. Donc, il faudrait aller dans le palier 3. Si on trace les graphiques pour les deux, de la vitesse en fonction du temps, la moto avance toujours à vitesse constante de 40, tandis que la police, il y a eu 2 secondes où elle n'a rien fait. Après ça, elle a accéléré à 5, elle a atteint sa vitesse de 50, puis elle a avancé. Donc, nous, on aura une rencontre quand les aires sous la courbe seront égales, comme j'ai dit tantôt, l'aire sous la courbe de M et de P. Donc, à la fin du palier 2, là, si on remplace avec le 10 secondes, on peut trouver la position des deux, comme je dis. Donc, on voit que la moto est à 480 mètres et que la police est à 250 mètres après 10 secondes dans le palier 2. Donc, ils ne se sont pas encore rencontrés. Donc, on doit passer maintenant au palier 3. Ça veut dire que les positions finales du palier 2 deviennent initiales du palier 3. Donc, la moto, on va mettre 480 mètres de position initiale pour le palier 3. Et la police, on va mettre 250 mètres de position initiale. Et il faut trouver les vitesses finales du palier 2 aussi. Donc, sur le palier 3, la position de la moto, 480. OK, c'est parce que la vitesse de la moto est constante. Donc, il ne l'a pas calculé. Il l'a laissé à 40 et ce n'est pas accéléré. Donc, on peut écrire la fonction X pour la moto. Donc, X0, c'est 480. La vitesse de 40 fois T3, donc le temps dans le troisième palier, plus pas d'accélération. Donc, ici, j'ai l'équation de la position de la moto pour le palier 3 qu'on aura besoin. 480 plus 40T. Donc, la position de la voiture de police, elle est à 250 mètres, comme j'ai dit précédemment. Et là, sa vitesse est de 50. Pourquoi? Ah, ben c'est dans l'énoncé, ça aussi. C'est pour ça qu'il n'a pas calculé. C'est la vitesse de 180. Il peut pas, parce que sinon, il n'obéit pas à la loi. C'est ce que j'avais dit. C'est un agent de la paix. Donc, il atteint 50 mètres par seconde ici, là, parce que c'est ça que son boss lui a dit dans le palier 3. Et il n'est plus accéléré. Il n'a plus le droit de peser sur l'accélérateur, sinon lui aussi va être un criminel. Donc, sa fonction X pour le policier, c'est son X0, plus la vitesse fois le temps, plus d'accélération. Donc, c'est une équation linéaire, les deux.
Donc là, on fait l'égalité des deux équations et là, il n'y a même pas de fonction quadratique. Bang, 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 on trouve le temps, 23 secondes. Et là, c'est bien important. Le 23 secondes, c'est pas le temps depuis le début de l'univers. C'est pas le temps depuis l'initial. C'est le temps dans le palier 3. T, dans mes équations ici, là, il vaut 0 au début du palier 3. Donc ça, c'est un intervalle de temps à partir d'ici. Mais je peux quand même utiliser ce temps-là, le mettre dans mes équations de X moto et X police pour trouver où ils sont rendus à la fin. Et ça va répondre à la question où a lieu la collision. Donc 23 secondes, je remplace ça là-dedans. Donc 480, donc on était à 480 mètres là, à la moto au début du palier 3. J'ajoute 40 fois 23, 1400. Et pour vérifier notre réponse, je mets le même temps dans l'équation de la police. Ça me donne aussi 1400. Donc je sais qu'ils vont se rencontrer à 1400 mètres sur mon axe des X, où l'origine était vis-à-vis le policier. Et si je veux savoir, ça a pris combien de temps? Ben là, je dois additionner tous mes temps de palier. Donc, palier 1, c'était 2 secondes qu'on avait dit. Le palier 2, on avait dit 10 secondes. Et le 23 secondes. Donc, depuis le début, ça a pris 35 secondes avant qu'ils se rencontrent. Ce problème-là se résout aussi avec le graphique. Donc, par exemple, je veux trouver où ils se rencontrent. Ils se rencontrent quand ils ont la même aire sous la courbe complète. Donc, regardons pour la moto, l'aire sous la courbe jusqu'à delta T3 ici, là, c'est pas compliqué. Donc, on a 2 secondes, 10 secondes, puis delta T3. Donc, l'aire sous la courbe, c'est la hauteur qui vaut 40 fois la base. Donc, la base, c'est 2 plus 10 plus delta T3. Donc, ça, c'est mon aire de ce triangle, du rectangle M. Et puis, pour la police, on doit commencer, bon, c'est 0 ici. Ensuite, je prends l'aire de mon triangle. Donc, j'ai une base de 10 secondes, une hauteur de 50 fois 1,5, plus j'ajoute l'aire du rectangle ici, qui est 50 fois delta T3. Et là, bang, on trouve la réponse tout de suite. On trouve delta T3. Bang, j'additionne mes 3 temps, j'ai le temps total. Et on peut remplacer le temps total dans mes aires sur la courbe pour trouver la distance. Donc, ça se résout là, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes si on passe par les graphiques, comparativement à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, une quinzaine de lignes si on le fait au long avec les calculs palier par palier. Donc des fois, là, être rapide et futé avec les graphiques, ça peut nous sauver du temps et ça peut permettre tout de suite de comprendre. On prend les aires sous la courbe, ils vont se rencontrer quand ils sont égales. Sauf que c'est pas toujours possible de faire ça. Donc par exemple, une situation de face à face. Donc là, ici, dans une situation de face-à-face, ce que vous devez comprendre, c'est qu'étant donné que les voitures freinent, donc la voiture A avance, la voiture B recule, là, selon l'axe, et les deux freinent. Donc c'est possible qu'ils ne se rencontrent jamais. Les deux freinent, donc ça se peut qu'ils avancent, puis boum, ils s'arrêtent sans jamais se rentrer dedans. Donc ça, il faudra le vérifier. Là. Il faut faire les calculs comme il faut, et il faudra séparer par palier. Donc, voyons voir l'énoncé et voyons voir c'est quoi les paliers là-dedans. Donc, on a deux voitures jouets téléguidées qui se déplacent selon l'axe des X. La voiture A avance à 5 mètres par seconde dans le sens positif. La voiture B vers le sens négatif. Ils accélèrent les deux pour freiner à 1 mètre par seconde carré. Et on veut savoir s'il y a une collision. Puis si oui, c'est à quel instant la collision. Donc ici, là, j'ai pas vraiment de palier. Parce qu'il n'y a pas de critères. Les vitesses restent... les accélérations restent toujours les mêmes jusqu'à la collision. J'ai dit une erreur, là. J'ai dit qu'il n'y a pas vraiment de palier, mais c'est pas vrai parce que les voitures ne vont pas s'arrêter en même temps. Il y en a une qui va moins vite que l'autre. La voiture B va s'arrêter avant la voiture A parce qu'elle a moins de vitesse. Donc quand la voiture B s'arrête, il faut arrêter un palier parce que B ne bouge plus pendant que A continue à bouger. Donc on aurait un premier palier qui serait l'arrêt de la voiture B. Et là, c'est pas compliqué à calculer. On a l'accélération, la vitesse, on peut trouver le temps tout de suite. Puis après ça, on traite le deuxième palier en faisant juste bouger la voiture A. Je ne ferai pas la solution, vous aurez lire dans le livre, mais il y a une autre approche pour savoir en partant s'il y aura une collision. Donc, on va trouver la position d'arrêt de chaque voiture. Et on va voir si les positions d'arrêt font en sorte qu'ils se sont rentrés dedans ou pas. Donc, par exemple, pour la voiture, l'équation de l'arrêt pour n'importe quelle voiture, si je prends l'équation du MUA ici, des vitesses au carré. Donc, pour l'arrêt, la vitesse finale est 0. Donc, on a la vitesse initiale au carré, plus 2 fois l'accélération, fois le déplacement. Ici, et le X0, il vaut 0 dans ce problème-là pour les voitures. Donc, pour la voiture A, quand je vais remplacer ici sa vitesse initiale, son accélération, ça va donner une distance de freinage de 12,5 mètres. Et pour la voiture B, elle a une distance de freinage de 11,5 mètres. Donc, la voiture A va de 0 jusqu'à 12,5.
Et la voiture B va de 16 mètres jusqu'à 11,5. Donc, on voit ici qu'ils se sont collisionnés en quelque part là-dedans. Donc là, déjà, il faudrait faire les calculs au long. Mais en partant, si vous faites ça et vous voyez que la voiture A s'est arrêtée ici, que la voiture B s'est arrêtée là, c'est sûr qu'ils ne se sont pas rentrés dedans. Donc, pour faire cette analyse-là, je n'ai pas eu besoin d'utiliser les paliers parce qu'il n'y a pas de temps. Donc, j'ai juste trouvé individuellement A, ça lui a pris quelle distance de freinage, B, ça lui a pris quelle distance de freinage, et ça nous donne directement la valeur de la position. Donc là, ici, on a laissé le X0. Donc la voiture B, son X0, c'était 16. Donc ça nous donne vraiment son X final sur la règle. Ça ne donne pas la distance qu'il a parcourue. 11,5, ce n'est pas la distance que B a parcourue, c'est sa position sur la règle finale. C'est 16 moins quelque chose, ici. Pour terminer cette vidéo, je vous montre la question 1.8.10. Je ne vais pas la résoudre, là, mais je vais vous donner une piste pour le faire. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc ici, les aventures de Robodog, donc l'énoncé dit qu'initialement, un os est lâché du haut d'une tour. Donc quand on lâche un objet, ça veut dire vitesse initiale nulle, comme dans la tour de tantôt. 2 secondes plus tard, Robodog se lance en bas de la tour. Donc les 2 secondes, on fait quoi avec ça? C'est un temps de réaction comme la police tantôt. Donc c'est un temps où il ne se passe rien. C'est notre premier palier. Donc de 0 à 2, on aura un palier. Il se lance en bas de la tour et ça donne un élan tel que sa vitesse initiale est de 30 mètres par seconde vers le bas. Donc vous, mathématiquement, vous allez dire vitesse initiale selon Y vaut moins 30 mètres par seconde. Mettez le signe moins, sinon ça ne marchera pas. C'est pitch vers le bas, pas vers le haut. Et là, on veut savoir la hauteur minimale de la tour pour que Robodog attrape l'os avant qu'il touche le sol. On dit que la résistance de l'air est négligeable. Pourquoi on dit ça? C'est pour que vous sachiez qu'on peut utiliser la chute libre. Donc, on va dire que l'accélération vaut 9,8 vers le bas, mètres par seconde carré. Suggestion, placer l'origine au sommet de la tour. Donc, on va faire ça. Je vais mettre mon origine au sommet de la tour. Donc, voici la tour ici. Donc, mon origine est au sommet. Oups. Mon origine est au sommet. Donc, ça sera 0. Et toutes les valeurs de Y seront négatives jusqu'en bas. Et nous, on cherche la hauteur là, de la tour. Donc, on cherche, dans le fond, où ils vont se toucher. Donc, si la tour est plus petite que la hauteur où ils vont se rencontrer, ils ne vont jamais se rencontrer. Donc, on va faire notre premier palier. Donc, le premier palier, il y a 2 secondes. Donc, durant ces 2 secondes-là, l'os, il va tomber. Donc, l'os, il part d'ici et il va parcourir une certaine distance dans mon palier numéro 1. Pendant ce temps-là, Robodog, lui, il reste immobile en bleu. Donc, le palier 1, on a 2 secondes. Donc, si je veux étudier l'os durant le premier palier, donc le delta T du palier 1 est égal à 2 secondes. Donc, moi, je sais que j'ai une vitesse initiale et une position initiale nulle. Donc, je peux trouver, pour commencer, la vitesse finale de l'os. C'est égal à sa vitesse initiale plus l'accélération fois delta T1. Donc, vous calculerez ça. Donc, delta T1 vaut 2 secondes. L'accélération, c'est moins 9,8 mètres par seconde carré. Et la vitesse initiale est nulle. Donc, ça va vous donner la vitesse finale de l'os ici. Vous allez avoir son VF à l'os. Vous allez savoir c'est quoi sa vitesse V à la fin du palier numéro 1. Et vous pouvez aussi calculer sa position finale, Y finale. Donc, c'est son Y initial qui vaut 0, plus sa vitesse initiale fois delta T qui vaut 0 aussi, plus 1/2 A fois delta T au carré. Et là, vous remplacez delta T par 2. Et vous allez donc trouver où est rendu l'os aussi. Donc, vous allez trouver ici sa valeur Y qui va être négative. Vous allez avoir une valeur ici Y pour l'os, et vous allez avoir sa vitesse. Donc ça, c'était le premier palier. C'était pendant les 2 secondes où le chien ne faisait rien. Et là, après ça, ces quantités-là, donc le VF que vous venez de trouver, puis le YF que vous venez de trouver, vont devenir les paramètres initiaux du deuxième palier, là où le chien va se lancer. Et donc là, après ça, il faudra juste écrire pour le chien, donc là, dans le deuxième palier. Donc, le chien, lui, vous allez dire, OK, son équation Y pour Robodog est égale à quoi? C'est son Y initial qui était 0, plus sa vitesse initiale qui était moins 30 fois le temps T2 du palier 2, et son accélération plus 1/2 fois moins 9,8 fois T2 au carré. Donc ça, c'est l'équation pour le chien, Y du chien. Et vous allez écrire la même équation pour l'os qui était en chute libre. Donc l'os dans le deuxième palier, le Y de l'os. Donc ça va être son Y initial qui correspond à lui que vous aviez trouvé tantôt. Donc vous allez mettre ce Y-là là-dedans. Plus la vitesse initiale, même chose. Vous allez prendre la vitesse initiale que vous aviez trouvée là, avec la vitesse finale qui devient vitesse initiale, fois le temps T2 dans le palier 2,
Et après ça, on a aussi plus 1/2, moins 9,8, fois le temps du palier 2 au carré. Et là, ils vont se rencontrer, Robodog et l'os, quand on aura l'égalité entre YC et Y de l'os. Vous allez mettre ça égal. Et par la beauté de l'algèbre et des choses qui simplifient, vous allez voir. Et ça va très bien fonctionner. Donc, sur ce, je vais terminer la vidéo. On a fait le tour de ce que je voulais vous dire. La semaine prochaine, je vais faire une autre vidéo de ce type-là pour résumer les notions théoriques de la semaine prochaine. Mais comme je l'ai dit tantôt, je vais aussi faire des capsules solutionnaires. Donc, seulement avec le iPad, là, vous n'aurez pas mon visage malheureusement. Ce sera juste ma voix et le iPad qui va enregistrer les solutions. La raison pourquoi je fais ça, c'est que ça lag trop. Là, en ce moment, je projette mon iPad sur mon ordi pour pouvoir le filmer avec le PowerPoint. Là. Mais pour faire des solutionnaires, c'est trop lent. Donc, je vais enregistrer ça à part. Donc, sur ce, bonne fin de journée ou de soirée ou de nuit ou de matinée, dépendamment à l'heure à laquelle vous avez visionné cette capsule. Et on se revoit très bientôt.